avez reconnu ces doucereuses notes de piano que vous n'aviez plus l'habitude d'entendre depuis quelques temps sur First Print. C'est le retour d'un nouvel épisode de The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel qu'on a le plaisir d'héberger sur nos ondes, également en compagnie des nombreuses émissions sur les comics et tout ce qui en découle. The Pulse, un projet particulier mené depuis quelques années maintenant qui vise à mettre en avant la pratique du journalisme culturel et toutes les questions qui peuvent en descendre, en découler. C'est la saison 2, donc on était allé faire un petit tour du côté du journalisme rap. Dans le premier épisode, on avait parlé de représentation et de diversité dans la pop culture avec Jennifer Padjemi. On avait également parlé de faire du podcast en tant qu'outil de médiation culturelle avec le Cherry, et on avait aussi parlé, puisque quand même cette saison avait déjà 4 épisodes, de l'art de faire du journalisme en bande dessinée avec Eric Meyer et Aude Massot. Donc aujourd'hui, on revient à un épisode qui sera plus dans la veine de la première saison de The Pulse, puisque nous sommes en compagnie de l'ami Corentin. Bonjour Corentin. Salut Arnaud. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu par ici. Bah ouais, je suis jamais invité. C'est pour ça. Bah ouais, on n'a pas envie de t'inviter tout le temps non plus. Je comprends. Mais donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on va reparler un petit peu de journalisme culturel sous le prisme un petit peu de notre activité, c'est-à-dire en tant que rédacteur sur du média web, pour aller s'interroger sur pas mal de questions autour de l'information en tant que telle. Qu'est-ce qu'une information ? Qu'est-ce qui fait la qualité de l'information et comment, en tant que journaliste, on essaye de la traiter avec le plus de justesse, malgré un contexte qui fait qu'aujourd'hui, sur le web, avec les réseaux sociaux, il devient assez difficile d'apercevoir vraiment ce qui fait la qualité et la pertinence d'une information. Et pour cela, nous avons un collègue avec nous, Robin Nègre. Bonjour à toi. Salut Arnaud. Et on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu ? Tu es donc aussi journaliste culturel. Tout à fait. Du coup, moi, je suis journaliste culturel et auteur chez Third Edition, avec une donc spécialisation pour le cinéma, la BD et la pop culture en général. Et donc très intéressé aussi par tous ces sujets sur l'information dont on va discuter. Très bien. Tu peux nous résumer un petit peu ton parcours, parce que tu es plus jeune que nous. Voilà, c'est la nouvelle génération. Je sais pas, 93... Ah non, remarque, non, ça va. T'es pas tant plus jeune que nous, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Du coup, donc moi, je viens du Sud. Peut-être que ça s'entend, je sais pas. Ça s'entendra au fur et à mesure. Non, ça va venir. C'est-à-dire qu'au début des podcasts, tu arrives à faire illusion, puis à la fin, moi, je parle en allemand et toi, tu vas parler avec un accent de Shantung. Donc, voilà. Donc, moi, je parle normalement. Pas d'accent breton. On s'en fout. Du coup, je viens du Sud. J'ai commencé par une licence de droit avant d'enchaîner par un master en journalisme et communication. Après quelques années, ensuite, à un peu chercher ma voie dans tout ce domaine-là, j'ai décidé de me lancer vraiment en tant que journaliste. Et, j'ai une première question à te poser, puisque tu le sais peut-être, mais Corentin et moi, nous, on n'a pas suivi de cursus en fait, d'école de journalisme. On a un peu appris sur le tas, donc je vous renvoie à la toute première saison de The Pulse, où on vous détaillait nos parcours respectifs. Ça se passe comment aujourd'hui, en master de journalisme, qu'est-ce qu'on t'apprend, notamment sur le sujet qu'on va évoquer, sur la place de l'information, mais qu'est-ce qu'on vous apprend en fait sur ce sujet-là ? Alors déjà, la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est que, mais ça, ils nous l'ont dit, on n'était pas dans le master dans une école reconnue en tant que telle. Donc déjà, il y avait cette petite différence il y a des écoles reconnues et d'autres non. Mais ça n'empêchait pas que justement, et je pense que ça s'apprend autant sur le tas qu'en école reconnue ou pas, le journalisme, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Il y avait vraiment cette idée que il y a des bases évidemment rédactionnelles ou si on parle de journalisme TV plus technique, mais il y a aussi tout un savoir-être sur comment se comporter, la déontologie qu'il y a derrière, la place du secret, du off qu'on doit respecter, ce genre de choses, plein d'éléments finalement qu'on apprend après sur le tas, mais qui étaient un petit peu explicités sur le moment lors des études. Vous aviez des cours qui permettaient d'aborder justement la façon de rédiger entre le web et le papier, j'imagine ? Tout à fait. Alors déjà, ce qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup de terrain. Donc c'est encore une preuve que finalement le journalisme, ça se travaille en apprenant sur le terrain. Sur le tas, ouais. Voilà. Et oui, on apprenait un petit peu à comprendre les médias dans lesquels on pouvait être amené à travailler. Donc si c'est du web, il y a ces codes. Si c'est du papier, il y a ces codes-là qui sont différents. Évidemment, avec les réseaux, il y a aussi une autre façon de faire. Et
quand même, ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que même si chaque média a ses particularités, il y a une façon de faire qui est quand même assez similaire dans la façon de traiter l'information, de la mettre en place, de la mettre en phrase et de la partager ensuite. D'accord. Donc on va revenir à l'essentiel en premier lieu. C'est quoi concrètement une information ? Quelle est ta définition pour toi de l'information ? Alors pour moi, l'information... C'est comme un partiel en fait qu'on est en train de te refaire passer. C'est ça, j'ai l'impression que t'auras ton deuxième master à la fin du podcast. Ou réussir, j'ai hâte d'avoir les résultats. Alors déjà, qu'est-ce qu'une information ? En soi, tout peut être une information. Mais ce qui est pour moi important, c'est évidemment de comprendre d'où l'information vient. Donc quelles sont les sources de cette information, le contexte de l'information. Et surtout, est-ce que cette information est intéressante pour le public à qui on veut la présenter ? Mais ça peut devenir directement très subjectif. Totalement. Mais je pense que d'un côté, après, je sais pas, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ça, mais le rôle du journaliste, il n'est pas forcément d'être totalement objectif. Parce que quoi qu'il arrive, une information, c'est la vérité de quelqu'un qu'on va avoir. D'où aussi l'importance du contradictoire et d'aller voir de l'autre côté quelle est la vérité de l'autre personne. Après, bon, il y a des informations qui sont totalement objectives, évidemment, et dans le journalisme culturel, on le voit, qu'il y a des faits, bon, là, c'est une chose. On va dire que techniquement, quand un studio annonce un projet qui est écrit par quelqu'un, tu peux pas avoir de vérité là-dessus. Là, tout à fait, ouais. Là, je suis plus dans l'information où vraiment il y a un travail d'investigation et que tu vas chercher des témoignages ou le ressenti de quelque chose. Donc, dans ce cadre-là, je pense que l'objectivité, elle n'est pas tout le temps présente. Et même, après, chaque journaliste a aussi sa façon de présenter un sujet, parce que ça reste aussi un métier quand même rédactionnel, avec une plume, avec un travail, et que ce soit dans le domaine même de la critique, qui est aussi une information en soi, mais il y a une part de subjectivité qui est importante. Et puis même, il y a une réalité sur le fait simplement de faire le choix de traiter une information ou non, y compris dans les sujets des enquêtes et de l'investigation de fond, c'est-à-dire on te présente un problème selon ta ligne éditoriale ou les spécialités que tu peux avoir, parce qu'il y a des journalistes de différentes spécialités. Par exemple, dans notre petit milieu, Arnaud serait plus spécialiste du marché de la VF et moi plus spécialiste du patrimoine culturel, on va dire, ou underground des comics, tu vois. Américain, ouais. Voilà, et ça effectivement, il y a déjà un travail, il y a un choix qui est fait par les rédactions spécialisées ou non sur la mise en avant, par exemple, de thématiques sociales. Il y a des journalistes qui considèrent, par exemple, qu'il y a des scandales qu'il ne faut pas traiter parce que ça ne nous regarde pas. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est pas leur travail de couvrir, on va dire, la critique d'un studio ou d'un fournisseur culturel parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en bisbille avec. Donc de base, il y a déjà une subjectivité qui se met en place dans la pratique du boulot au quotidien. Bien sûr. Avant même de mettre en avant, de mettre en chantier une enquête. Oui, rien que le fait de décider de partager une info, c'est totalement subjectif. Voilà. Et d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce qui motive ce choix alors ? Bonne question, ça nous laisse. Moi, j'ai posé des questions super dures. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. C'est-à-dire qu'Arnaud a été examinateur au grand jury des politiciens. Je surveille des examens d'université, ouais. Putain, il devait être content, les gosses. Quand il te regarde avec ses yeux bleus de l'enfer. Alors. Ils me regardaient, ils essayaient de chercher un peu une nuance d'espoir, et puis ils voyaient mon regard, et puis après ils se remettaient sur le côté. C'est un peu le résumé de tous nos podcasts, en fait. Peut-être, ouais. Non, mais du coup, qu'est-ce qui justifie ce choix ? Je pense que c'est, mais là aussi ça sera subjectif, mais la pertinence de l'information. Est-ce qu'on considère que cette information est intéressante à traiter, à partager ? Et donc ça peut aller vraiment des sujets très simples. Premier visuel d'un film, par exemple, qui sort. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Et à côté de ça, première annonce de tel ou tel acteur qui va rejoindre, par exemple, un film en cours de production. Rien que là, déjà, on peut se dire c'est intéressant de le partager ou pas. Ouais, et puis même une façon de le faire, parce que si tu dis premier visuel, il y a la façon de le présenter. Est-ce que c'est pas du gâchis ? Est-ce que c'est pas de spoilant ? Tout à fait. Spoilant, on a fait un épisode sur les spoilers. On va en parler. Là-dessus, pareil, quand tu annonces un acteur qui rejoint un projet, est-ce que tu veux directement de quel personnage il s'agit ? Parce qu'il y a une partie du public qui considère que elle préfère ne pas s'informer aussi loin et avoir une surprise quand elle va découvrir un produit. Et même justement dans le choix des images qui vont être convoquées ou de la source qui va être témoignée. On en parlait justement en off, un peu avant d'enregistrer, où tu nous disais l'exemple par exemple d'un site tu nous donnais l'exemple d'un site qui justement avait présenté un premier visuel du costume de She-Hulk. Même de sa version transformée du visage. Parce qu'on avait vu dans la bande-annonce un petit peu la silhouette.
Et on n'avait jamais vu le personnage dans la prochaine série She-Hulk transformé au niveau du visage. Et le support de ce visuel, entre guillemets, était déjà un sujet d'interrogation sur est-ce que ça vaut le coup de présenter ça, parce que techniquement, ça reste effectivement son apparence, mais la façon de la présenter, c'était sur un mug, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est intéressant, tu vois, de faire ça, ou comme nous, des fois, on relaie aussi les Lego. Oui, voilà, les Lego déjà. jouets, Après, les Lego, peut-être ça rentre dans une autre catégorie. Et ce serait intéressant d'en débattre ou pas. Ou même, je pense, et ça on le voit quand même souvent, les photos de tournage volés, les leaks où on nous montre les premiers costumes de tel ou tel personnage, alors qu'on sait que derrière, il n'y a pas l'éclairage, il n'y a pas la photographie, il n'y a pas la post-production, qui fait qu'au final, oui, effectivement, il y a cet acteur qui est sur le plateau avec ce costume, mais est-ce que c'est vraiment véritable ? Pardon, je me suis un peu embrouillé. Est-ce que c'est vrai dans le sens où... le rendu ne sera pas. C'est ça, le rendu ne sera pas celui qu'on voit sur la photo. Ouais. Et alors, parfois, en plus, la qualité de la photo, fait que. Ouais, ça, par contre, j'ai jamais compris. On est quand même en 2022, les mecs, tout le monde a un appareil avec 10 millions de mégapixels, et quand tu vois les photos volées, t'as l'impression que c'est un Nokia 3310 qui a pris le truc. Ça, non, mais parfois, ça peut être du ultra zoomé sur un truc plus d'ensemble, parce que les gens ne sont pas forcément autorisés à se rendre très proche de là où, justement, Tu t'infiltres, tu vas en solitude. Les projets sont faits. Mais tout le monde n'a pas les capacités de Marie s'infiltre Corentin. Ah putain, voilà mon cul. Peut-être pour ça qu'elle n'est pas journaliste, mais c'est ce que tu abordes là sur cette particularité, c'est que, en fait, l'information peut techniquement être juste. C'est pas pour autant en fait que ça en fait une information qualitative. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, même pour un exemple, c'est vrai que du coup le podcast risque d'être un peu trop ancré dans sa période d'enregistrement, alors que le but de The Pulse, ça reste d'être écoutable de façon universelle, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez écouter ça dans 10 mois, dans un an. A priori, c'est des données qui devraient pas trop changer, mais en l'occurrence, quand on enregistre, il y a le film Craven qui a commencé à faire son tournage. Et c'est vrai qu'il y a des médias qui commencent à faire les premières photos de l'acteur de Craven qui apparaissent. Sauf qu'en fait, c'est Aaron Taylor Johnson qui porte un ciré bleu sur un plateau de tournage parce que justement, il se protège des paparazzis. Donc techniquement, oui, on a la première photo de Aaron Taylor Johnson sur le tournage de Craven. Dans les faits, par contre, concrètement, après, qu'est-ce que tu vois ? Tu ne vois rien. En fait, il n'y a rien il y a pas de valeur de plus-value, sauf si vraiment tu es dans le kiff de te dire je veux absolument voir les photos des acteurs en ciré sur les plateaux de tournage. Et donc, c'est là que va intervenir aussi effectivement le choix d'une rédaction ou d'un journaliste ou enfin de toute personne ou d'un ce que j'appelle les tweetos journalistes et ce genre de choses là, mais de se dire en fait qu'est-ce qui importe vraiment. Est-ce que ce qui importe c'est de sortir quelque chose, c'est d'avoir une information en fait quelle qu'elle soit, ou est-ce que tu exerces en amont une forme de contrôle qualité, on va dire, une sorte de filtre qui va te permettre de dire bon en fait ça techniquement par rapport à l'image que je veux renvoyer de mon média, par rapport à l'image que je veux renvoyer moi-même en tant que journaliste, je vais pas en parler, enfin je vais pas en faire un sujet parce que j'estime que ça n'a pas sa place en fait en tant que sujet. Mais même on voit que de l'autre côté, les studios aussi doivent faire face à ça. Et on a les exemples d'annonces de casting qui sont au final faux, enfin tout ce genre de choses où eux aussi essayent de préserver un petit peu ce qu'ils sont en train de faire de la surinformation qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux. Si tu parlais de Morbius, enfin de Craven, donc parlons de Morbius une seconde, justement, il y a même une façon de piloter l'information, ou plutôt le journalisme culturel à distance, en truffant une campagne de promo d'éléments de communication dont on sait qu'ils vont être très débattus par une partie de la presse qu'on va qualifier de spéculative, pour mettre en branle des débats qui ne sont pas en fait des débats sur le film lui-même, mais sur la place d'un projet dans un plus grand projet. Et en définitive, le studio a très bien compris, enfin tout ce que moi j'ai pas vu Morbius, donc je vais pas m'avancer à dire si c'est bien ou pas bien, c'est pas bien, mais dans l'idée, grosso modo, c'est aussi un argument communicationnel de savoir que t'es suivi, qu'il y a une presse qui t'accompagne et qui va faire du bruit et générer de l'attention, du trafic, et aussi galvaniser les fans, parce que justement, dans les milieux des comics que nous on suit, il y a beaucoup de théorie crafting, il y a beaucoup de Intel et bidule, il y a beaucoup de où se place tel film dans la saga et tout. Et même Marvel Studios aussi, avec des faux trailers par-ci par-là, c'est très bien comment manœuvrer une presse qui sait qu'elle va faire son beurre en allant vers ces sujets-là et en guidant le regard du spectateur vers presque autre chose que le projet lui-même, tu vois. Et là, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pertinent, au-delà même de la source ou quoi, est-ce que c'est pertinent d'accompagner nous ce discours, quitte à servir la soupe justement à un parterre de consommateurs, en fait. Ou par exemple, sur des projets de séries télé ou de films, à quel moment tu relayes aussi toutes les annonces qui peuvent être faites sur un projet, c'est-à-dire forcément que tu vas te dire que les personnages principaux sont importants,
quand tu passes après sur des 3e, 4e rôles, parfois ça pourrait être des rôles de figuration, ou même sur les équipes techniques, tu dis effectivement le réel c'est important, est-ce que le chef costumier ou la costumière c'est aussi important à traiter? Parfois ça peut l'être parce que ça peut être je sais pas, soit un très grand nom dans le milieu, vraiment on va dire du costume design au cinéma, ou ce serait, je sais pas, un couturier, ou quelque chose de comme ça. Mais par exemple, si c'est Jean-Michel Couture qui s'en occupe, c'est juste en fait une personne qui est juste un vrai personnel technique, et sans aucun jugement de valeur pour les personnels techniques, mais de se dire est-ce que ça a vraiment vocation à être traité, mais pas forcément parce que toi ça t'intéresse ou pas en tant que média, parce que moi aussi je sais que je rédige pas mal d'articles sur des choses qui ne m'intéressent pas plus que ça, mais aussi est-ce que ça a un intérêt pour le public, ou est-ce que déjà soit tu te spécialises ou tu vas trop dans une niche, ou pour revenir même sur de la BD, c'est à quel moment tu décides de relayer en fait des visuels d'une nouvelle BD qui peut paraître, si en fait l'éditeur te fournit qu'une seule planche. En général, je sais que moi, par rapport maintenant au temps que j'ai sur ce genre de sujet-là, s'il n'y a pas au minimum 3-4 planches, bah, j'arrête de rédiger dessus, parce que je me dis prendre le temps de rédiger un article, de remettre en contexte, de replacer les données et tout ça, juste pour en fait un visuel, et qui effectivement là donne raison en fait aux personnes qui veulent faire plus du Twitter journalisme, où il suffit juste de poster l'image en question, de dire nouvelle image de ça arrive à ce moment-là, et puis quelque part tes efforts sont moindres. Les mécanismes des réseaux sociaux font que c'est une image, donc ce sera plus vite partagé, tu mets un hashtag pour bien te placer, et puis en fait voilà, t'as techniquement fait le même travail. Peut-être que par contre d'un point de vue qualitatif, t'es pas sur le même niveau, ou sur la même pratique journalistique. Oui, puis de toute manière il y a aussi une hiérarchisation. On peut se dire qu'il y a aussi une hiérarchie dans l'information. Telle information va être plus importante qu'une autre par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on peut aussi en sortir. Et tu parlais de l'exemple de 3e, 4e rôle d'une série télé, où là, objectivement, l'information est moins importante que l'annonce d'un lead actor pour un film à venir, ou de la même série. Alors comment tu définis vraiment ce que c'est une bonne information? Parce que tu as rédigé sur des sites aussi déjà. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc comment est-ce que avec toute la subjectivité qui te caractérise, mais comment est-ce que tu justifies en fait qu'une information pour toi va considérer être bonne? C'est quoi les paramètres que tu prends en compte? Alors pour moi, ça va être déjà de se dire, est-ce que je me mets à la place du lecteur? Est-ce que en tant que lecteur qui s'intéresse à ce sujet, forcément, connaître cette information va soit m'apprendre quelque chose, soit me donner de nouveaux éléments qui sont importants par rapport au sujet traité, ou bien me donner un élément plus à chaud sur de l'actualité. Donc quelque chose qui est là, cette fois-ci, moins dans la temporalité, un peu plus éphémère, mais qu'il est intéressant de savoir sur ce moment précis. Donc je pense que c'est les 3 critères qui me viennent en tête. Après, oui, comme on disait, ça reste très subjectif. Il y en a un 4e quand même aussi. Alors, ouais, vas-y. Est-ce que ça va cliquer? Non. La source. Ah oui, bien sûr, oui, la source, totalement. Oui. Je suis désolé, l'examen il n'est pas passé là. Il n'est pas passé, j'ai raté. Je vais devoir redoubler. Aïe, je vais devoir revenir la prochaine fois pour le repasser. Parce que en fonction, et c'est un problème notamment, alors d'autant plus dans tout ce qui est milieu très pop culturel, que ce soit, alors nous forcément sur la sphère très, très, très niche de la bande dessinée américaine, mais de façon plus générale quand tu touches aux séries, au cinéma, parce que je sais pas si vous les suivez régulièrement ou pas, mais moi quand je regarde des sites comme Melty, mais même celui de Première, qui est censé être un média quand même relativement respectable par rapport à son nom, tu vois très bien que quand tu pars sur des univers, certains univers très, très pop culture, de cinéma ou de séries de télé, t'aboutis très rapidement parfois à des articles qui sont à mon sens vides de sens. Alors il faudra revenir sur le sens que tu donnes aussi à tes articles, mais où dès le départ sur la source tu dis mais les gars en fait vous êtes vous n'avez pas fait votre travail, c'est-à-dire que ça vient parfois de gens sur les réseaux sociaux de façon presque anonyme, ou de tableaux de Reddit ou de 4chan, où en fait le truc c'est que tu peux pas vérifier. En fait c'est à mon sens, c'est la plus grosse difficulté là-dedans, c'est que est-ce que tu peux vérifier d'où ça vient, c'est-à-dire que est-ce que tu peux garantir qu'en fait toi-même tu vas pas te rendre complice
du relais d'une fausse information ou de quelque chose qui sera jamais vérifiable. Et le truc, c'est que, ok, si c'est pas vérifiable, tu peux dire, j'ai ni raison ni tort, et du coup, après, ça le passe. conditionnel, parfois, il a bon dos, quoi. Mais c'est ça, c'est que nulle part, tu peux effectivement tricher avec le conditionnel, mais c'est surtout que si tu décides de quand même en parler alors que t'es absolument sûr de rien, pour moi, t'en rajoutes au bruit ambiant qui fait que tu contribues en fait à alimenter une forme de surinformation. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'est même plus de l'information. C'est de la création de contenu. C'est-à-dire que non, c'est encore différent parce que t'as le relais de la rumeur ou de l'information qui est possible en fait, mais qui vient vraiment de quelque part. C'est-à-dire que il y a vraiment moi j'ai toujours mes petites bêtes noires, mais The Direct ou Geeks Worldwide ou machin qui disent ouais, moi mes sources elles m'ont dit que machin, donc toi tu le relais. Après il y a aussi la création d'informations que tu extires par exemple d'une interview, où parfois tu vas extrapoler des choses qui n'existent fondamentalement qui n'existent pas, mais que tu vas faire dire, que tu vas créer parce que par exemple Sony se sépare de Tom Holland parce que Tom Holland a arrêté de liker la page de Sony sur Instagram. Quelque part c'est pareil, parce que quand tu parles de Geeks Worldwide, on pourrait parler de Jack machin RPK là, ou je sais pas quoi, Daniel RPK. Il y a aussi une masse de gens qui sont là pour créer en fait de l'information parce que eux c'est les scoopers en fait. Et il y a des scoopers qui cherchent à avoir des scoops en surinterprétant des données qui sont fournies par des canaux plus officiels. Et il y en a d'autres qui vont simplement créer des fausses rumeurs et en tirant au hasard, finir par avoir raison une fois ou deux de temps en temps. Ce qui fait qu'on peut jamais vraiment être sûr s'ils ont tort ou raison à ce moment-là. Et qu'on peut pas juste les diffamer et dire vous êtes des menteurs et tout. Mais derrière, en fait, c'est la même mécanique. C'est que avec l'économie moderne du web, tu as une logique de flux. Et nous, on est en concurrence avec des Twitter journalistes, ou des Twitchers journalistes ou des Instagrammeurs journalistes qui en fait grosso modo eux alimentent des pages qui n'ont pas la déontologie journalistique, qui n'ont pas la vocation d'informer, qui ont juste la vocation à générer du trafic, à générer du clic, de la réaction. En plus il y a ce côté très éphémère où en gros dans une semaine tout le monde aura quasiment oublié que toi t'as sorti une mauvaise information, alors que sur des médias, sites qui sont presque maintenant de notre temps, le but c'est que le papier reste, qu'on puisse le retrouver, qu'on puisse y revenir et qu'on puisse avoir une trace dans le temps de comment on a traité telle info. Ben voilà, et puis en plus tu construis quelque part un narratif quand tu suis justement un projet comme un film ou une BD où chaque information se rajoute à une sorte de grand composite et où tu commences à avoir une vue d'ensemble. Tu vois, la raison pour laquelle nous on est hypé pour The Batman, c'est pas juste parce qu'on est fan de Batman, c'est qu'on a vu le réalisateur qui arrive, le compositeur qui arrive, les acteurs qui arrivent, le visuel qui arrive, et qu'on se dit ça commence à sentir bon. Alors que les mecs qui de leur côté sont en train de théoriser sur le fait que Kieran Culkin ou Macaulay Culkin, pardon, qui devait jouer le Joker. C'est qui Kieran Culkin? C'est le frère de Macaulay Culkin qui joue dans Succession. Merci Arnaud pour ta culture. Et il joue aussi d'ailleurs dans Home Alone, c'est le petit frère du héros. Ah, ok. Voilà, c'est dingue, hein. Et donc, à l'époque, les mecs étaient sûrs d'eux. Ils nous disaient, pareil, j'ai des sources, j'ai des infos, on m'a dit, on me l'a confirmé et tout. Et quelque part, voilà, c'est aujourd'hui qui a été chercher ces mecs-là pour leur dire c'était faux. Alors, il y a des acharnés par là-bas qui font des docs avec plein de fausses infos pour pouvoir leur balancer dans la gueule derrière. Comme nous, pour Constantine sur Sandman, on était tombé sur un gars qui disait Taron Egerton va reprendre après le feuilleton Audible son rôle de Constantine dans la série Netflix. C'est sûr, les gars, etc. Donc nous on est allé voir ces gens-là pour leur dire attention, parce que là votre source, que Murphy Multiverse ou je sais pas, un truc comme ça, votre source n'est pas bonne, enfin votre source invente des conneries en fait. Et les mecs nous ont dit non, on est sûr. En fait, c'est juste qu'ils peuvent pas l'annoncer encore à cause des contrats de NDA. Et finalement, et en plus, c'est ce qui s'est passé, quoi. Enfin, ce qui était problématique dans cette histoire, c'est que d'une part, en fait, immédiatement, en fait, quand j'ai vu ce truc popper, c'était très très facile de comprendre en fait que le mec avait juste fait une confusion. En fait, il avait confondu juste le projet en fait de l'adaptation Audible avec ce que faisait Netflix sur The Sandman. Et donc, c'était, enfin, tu pouvais lui dire non, mais tu t'es trompé, ce n'est pas le cas, ça n'existe pas. Mais il a fallu, mais que Neil Gaiman lui-même en fait dise c'est faux, mais que le type est tellement convaincu lui-même de ce qu'il est en train d'écrire qu'il vient t'expliquer qu'en fait non, si Neil Gaiman prend son compte personnel pour dire ce que vous racontez là c'est faux, c'est parce que lui-même ne peut pas le dire. Mais en général, en fait, quand les gens ne peuvent pas le dire, ils ne disent pas. Quand tu es sous NDA strict auprès de ces studios-là, de ces entités de divertissement internationales, en fait,
tu ne dis rien, et c'est ce qu'on remarque de façon très générale, c'est que les 3/4 des réalisateurs, les 3/4 des gens impliqués, en fait, ne disent pas oui c'est vrai ou oui c'est faux, parce qu'ils n'ont pas le droit de confirmer quoi que ce soit, parce qu'il faut effectivement pas gâcher de surprise. Il y a que James Gunn parfois qui arrive avec un petit. Il y a juste James Gunn qui. Il a une espèce de passe-droit de partout. Ouais, c'est ça, mais tant mieux. T'as même une fois, c'était Cathy Yan qui avait prise la nana Grace Randolph qui lui avait dit ce que tu racontes, ce que tu racontes c'est de la merde, mais c'est trop rare. Et le fait est, et on dérive un peu là-dessus, mais le fait est qu'à partir du moment où c'est les réalisateurs qui doivent faire le travail au final de fact-checking, on va dire, des autres médias, à la place, à la fois de personnes comme nous à qui ça importe un petit peu, mais en fait t'as pas le temps parce qu'on a tous les jours. Effectivement, j'ai un doc ouvert. J'espère exploiter ça. Ça, j'en entends parler depuis quelques temps. J'ai hâte de le voir, ce doc. Vous verrez les résultats surtout de cette étude, mais le truc c'est que même le tenir à jour, c'est compliqué. Je manque d'heures pour pouvoir parce qu'en plus je me suis limité, j'ai pris que 5 personnes ou 5 médias que j'avais vraiment en ligne de mire, et en fait c'est juste de réussir à suivre tous les trucs, toutes les rumeurs qui balancent toutes leurs exclusivités entre guillemets au jour le jour, c'est compliqué à suivre en fait. Et moi je me disais c'est bon, il y en a 2-3 par mois. Non, parfois il y en a 3-4 tous les jours. Et en fait, un vrai business model de l'actualité alternative, presque, en fait, pour utiliser un peu des mots plus politisés, on va dire, sur les alternative facts que Trump utilisait. Et se dire que t'as cette vision déformée de la réalité qui a réussi à complètement s'implanter dans un milieu culturel qui n'en a pas besoin, puisque techniquement, il se passe largement assez de choses tous les jours dans les industries culturelles pour que tu puisses rédiger des bonnes actualités, pas forcément les plus intéressantes. Je t'avoue que quand je ne sais plus quel acteur est casté pour faire Obsidian dans une série CW, je trouve pas ça intéressant, mais ça reste, il y a un intérêt à dégager quand même, parce que ça reste un personnage qui a son histoire dans les comics, parce que ça reste un projet qui montre qu'il n'hésite pas à aller chercher des personnages de troisième zone pour faire vivre son univers. Donc t'arrives toujours à trouver un angle, en fait, même si le sujet te passionne pas, et que effectivement les séries CW, en tout cas de notre point de vue, c'est pas forcément les sujets les plus ouf à traiter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a assez de choses à faire, et malgré tout, t'as quand même donc des personnes qui se disent non, mais en fait on va inventer. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, alors on dérive un petit peu aussi, mais j'ai l'impression qu'on croit que le journaliste doit être infaillible et ne jamais se tromper. Alors que non, en fait. Si tes sources sont bonnes et qu'au final l'info sera démentie pour une autre raison, il n'y a pas de problème, c'est ok de se tromper, de faire un erratum. En fait, le rôle du journaliste, c'est d'être toujours sûr de ce qu'il avance à un moment donné. Et donc de revenir peut-être sur une information qu'il aurait donnée qui s'avère fausse, c'est son rôle aussi de se dire, là je me suis trompé, je reviens dessus, en fait c'est ça. Et alors, il y a une catégorie de la sphère Twitter journalisme qui n'est pas du tout dans ce côté-là, qui balance des rumeurs sans se dire, je me suis trompé, désolé. Mais par contre, je pense qu'il y a certains journalistes qui n'osent pas avouer qu'ils se sont trompés et restent du coup dans, j'annonce ça, voilà, débrouillez-vous avec. Alors que je pense que c'est important d'avouer parfois qu'on s'est trompé, qu'au final, il y a une info qui vient contredire, je corrige. Et ça aussi, ça fait partie du savoir-être et savoir-faire du journaliste. Mais surtout qu'il n'y a pas forcément de honte à cette C'est ça, exactement. Tu relais une donnée qui paraît crédible et réelle. Alors oui, en plus, tu peux mettre toujours les précisions. Mais c'est horrible, parce que ce qu'on dit là, ça me fait penser récemment à un tweet affreux que j'ai vu, partagé par un pote, je ne sais plus, sur un gars qui disait que ça y est, Amazing Spider-Man 3 était en projet et tout, qui détaillait vraiment une sorte de liste des choses qui allaient se passer, et qui avait vraiment ce côté en mode mais ça c'est un tweet perdu dans la masse, et les mecs vraiment se font une petite fanfiction de leur côté, et toi tu regardes le truc de près et tu dis mais qu'est-ce que... Et personne en fait, comme ça tombe dans une sorte de long flot de données où personne en fait ne va pas prendre le temps de vérifier tout ce qu'il voit sur internet. Ça pourrait être que de la rumeur, ça pourrait ne pas être important. Et dans le tweet suivant, donc en dessous de ce tweet-là qui annonçait SM3 arrive et tout, il y avait écrit « Apprendre avec d'énormes pincettes » en très gros, avec plein d'emojis en mode nanana. Ouais, c'est que même ces gens-là, en fait, ils savent qu'ils font de la merde, et donc ils se couvrent derrière en disant ça, ils essayent de se donner une justification, une légitimité. C'est-à-dire que si le tweet perce, tant mieux, mais je vais quand même backer en dessous en disant mais c'est comme les sites un peu qu'on connaît, qui annoncent tellement de faux trucs qu'à un moment donné, ils vont dire non mais regardez, sur ça j'avais raison. Ça, ouais. Mais bon, c'est sûr, si t'as annoncé 100 news et qu'il y en a 99 de fausses et une vraie, bon...
Ça Puis va voilà, pas. puis c'est par rapport à la déontologie journalistique, c'est là qu'on fait pas. C'est pas le même métier en fait. C'est que à une époque, il y avait pas 40 canaux pour comprendre ce qui se passait dans le monde. T'avais la radio, les médias presse et la télé, grosso modo. Internet est arrivé, Internet, tout le monde peut écrire dessus, tout le monde peut ouvrir un blog dessus, tout le monde peut s'autoproclamer journaliste dessus. Parce que les instances dirigeantes sont pas forcément les plus ouvertes pour essayer de valider ce qui est ou ce qui n'est pas de journalisme. Il n'y a pas vraiment de contrôle créatif dans la presse culturelle. Mais rappelle-toi que c'est comme ça qu'on a démarré, nous. Hein. Littéralement, oui, on a commencé par être des blogueurs. Mais on s'est imposé, enfin, je sais pas pour me la racler, mais on s'est imposé justement une doctrine. On avait eu une fois un cas avec Arnaud, bon, j'entrerai pas dans les détails, mais où il y avait justement une affaire de parole contre parole. Et l'idée, c'était, mais est-ce que c'est bien à nous, en fait, de faire l'arbitrage ? Et pour moi, la réponse, elle est toute bête. Tu fais pas un arbitrage. Tu relais une actualité d'un point de vue contre un autre point de vue. D'où aussi l'importance des droits de réponse, en fait. Voilà, et d'accepter exactement. de laisser publier un droit de réponse Voilà, c'est parce ça. que ça amène une autre vérité. C'est que toi, t'es C'est pas là contradictoire, pour quoi. être le tribunal qui va dire lui, il a raison, lui, il a tort. T'es là pour relayer en fait des propos de personnes qui sont pas d'accord sur un truc. Et le lectorat lui-même, après, peut aller se renseigner auprès des gens en question et se faire son avis. Et c'est pareil pour plein de sujets, en fait. Toi, des fois, on nous accuse de relayer des scandales, entre guillemets, ou des prises de parole qui ont forcément été un peu particulières, etc. Et on nous dit, mais là, vous prenez parti et compagnie. Mais l'idée, c'est pas en fait de nous simplement relayer de traduire en français des communiqués de presse, ou justement d'aller s'informer sur des sites qui eux ont les moyens d'avoir des sources que nous on n'a pas. Il n'y a pas un agent dormant de First Print dans un studio d'Hollywood qui nous appelle allô Arnaud, ni dans JDC Comics. Enfin si, il y a Reed Johnston. Mais à part ça, si tu veux, l'idée c'est aussi justement de prendre position quelque part, et c'est là le rôle de la ligne édito, parce qu'on n'a pas complété les raisons qui font qu'une information est bonne ou pas, c'est est-ce qu'elle rentre dans ta ligne édito. Nous, la ligne édito, par exemple, c'est on ne relaye pas les propos des acteurs. Parce qu'un acteur, c'est quoi ? C'est un communicant. Un acteur, une fois qu'il a fini de jouer, il est en promo permanente. Il est là, il est invité sur un plateau, il dit il y aura ci, il y aura ça, il y aura sous. On a déjà vu que c'était en plus très piégeux, parce que Maslany, on en parlait, elle avait nié qu'elle était She-Hulk. Tom Holland, il avait annoncé des conneries qui étaient là dans une sorte de grand plan promo. Même là, on a Jared Leto pour rester dans l'actu, Voilà. qui est aussi en mode full communicant. Voilà, ça, nous, on va parler Jared Leto qui nous parle de la sauce arrabbiata qu'il a dans les veines et de sa peau qui se Oui, passe tout à fait. au parmesan, tu vois. Donc, Mais ça, c'est parce que c'est un film qui ne nous concerne pas. non, mais tu vois, Melty, par exemple, font vraiment des articles sur la moindre déclaration, même pas parce qu'il y a une info, en fait. C'est juste genre, sur le plateau de bidule, de tel film, machin, emmerdé bidule, et c'est rigolo, tu vois. Et ça, c'est un choix, c'est leur choix à eux, c'est vraiment de créer du contenu avec des trucs qui pourraient éventuellement intéresser un public qui s'intéresse à ces sujets. Nous, de notre côté, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment on définirait notre ligne édito, remarque, mais c'est vraiment en fait d'échapper de tout ce qui est secondaire, déjà parce que les journées ne font que 24 heures et qu'on rédige déjà beaucoup, et ensuite tout ce qui, comme tu l'as dit, peut fournir des informations soit utiles, soit concrètes, soit même, entre guillemets, engagées sur une réflexion. Et par exemple, le fait qu'on parle beaucoup du marché des comics VF, c'est engagé sur une réflexion de il faut comprendre que le marché il est ce qu'il est, que le lecteur il a un rôle à jouer, etc. etc. Par contre, voilà, si je ne sais pas, tel éditeur à la con fait un tweet raciste, oui, on peut en parler, mais c'est pas forcément l'objectif inné de la ligne édito de Comics Blog, tu vois. Oui, puis après, pour reprendre cet exemple-là, ça peut rentrer par contre dans un dossier avec là aussi un aspect éditorial et qui va, comme tu disais juste avant, par exemple, le marché du comics à tel endroit, ça peut rentrer dans ce genre d'angle, mais qui va être du coup beaucoup plus travaillé, beaucoup plus élargi, et qui est pas juste dans on partage ça, il y a eu que ça qui s'est passé, telle personne a dit ça, débrouillez-vous avec, quoi. Complètement. Il faut qu'il y ait un but peut-être aussi à l'information qui est très éphémère et qui finalement n'apporte pas grand-chose, mais qui peut donner une petite vision d'ensemble avec d'autres éléments, et aussi le travail du journaliste qui est de connaître le sujet, et donc de connaître de base des éléments en amont ou derrière qui permettent d'enrichir derrière un papier, plutôt que de simplement partager quelque chose qui n'apporte pas grand-chose. Bah, tu vois, moi j'ai un exemple de ça. C'est un trash bag, donc c'est un truc qui existe depuis avant qu'on arrive sur CB, qui qualifie les actus qui sont soit un peu guillerettes, un peu légères, soit pour relayer tous les contenus un peu humoristiques qu'on fabrique autour de la culture comics, donc les Honest Trailers par exemple et tout. Et c'était un truc de Page Six, qui est une revue relativement cotée aux États-Unis, qui relayait les propos en fait de Burt Ward, qui disait que pour la série Batman 66, on lui a demandé de prendre des pilules pour faire maigrir sa bite, parce que en fait, comme il était en slip, il avait un gros paquet, et du coup, ça pouvait choquer les bonnes mœurs de l'époque. Donc c'est vraiment une brève qui n'a mais aucun intérêt concret. Et je me suis posé la question, est-ce que ça se relaye ça, tu vois, parce qu'en fait,
probablement que le mec mitonne. Enfin, c'est un truc comme genre, elle était tellement grosse que Non, ça non, risquait non, de mais choquer et tout. non, c'est pas du mytho. Non, mais tu vois, enfin, c'est pas le truc le plus essentiel à lire. Bah, c'est de l'insolite, quoi. Voilà, c'est de l'insolite. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit, peut-être il y a un truc à faire avec ça. Donc, j'ai fait des recherches sur qui était Burt Ward, qu'est-ce qu'on lui avait fait, parce qu'il était jeune sur le plateau à l'époque et tout. Et puis ça, en l'occurrence, ce truc de prendre des pilules, c'est de la maltraitance. Tu vois, c'est un truc qu'on impose à un acteur qui peut le rendre stérile et tout. Et en faisant des recherches, tu t'aperçois qu'en fait, le mec, vraiment, il avait pas de contrat d'assurance comme celui de Adam West, qu'il était payé beaucoup moins cher alors qu'il prenait beaucoup de risques, qu'il avait pas de cascadeur, donc il a risqué sa vie plusieurs fois, qu'il a été brûlé une fois sur un tournage et tout. Et là, tu te dis, cette actu insolite, ça peut peut-être envoyer un sujet un peu plus dense. Alors, j'ai pas fait une chronique de 48 paragraphes, mais sur le traitement des acteurs à l'époque et de comment cette série qu'on révère aussi était pas forcément toute propre. Ouais, du grave-le insolite, t'en sors un papier de fond, quoi. Voilà, enfin de fond, après, je sais pas, ça reste un trashback, donc c'est quand même non, plein de limites, mais il y a quand même une volonté de sortir avec un contexte, quoi. Voilà, c'est ça, parce que de le ramener si tu plutôt à dis un juste, contexte. regardez, Burt Ward a dit zizi et c'est rigolo, bah t'as rien fait. Alors qu'après, si tu vas justement dans le fond des choses, tu peux dire ouais, peut-être qu'il y a un truc rigolo. Bah comme la fameuse brève critiquable, on va dire, sur le bisou de Taika Waititi avec les deux nanas, voilà, Rita Ora et Tessa Thompson. Tu peux te dire bon, effectivement, c'est vraiment de l'actu insolite, c'est vraiment de la brève de presque presse. people, Oui. Ou alors tu peux essayer. On nous avait tagué d'être devenu puis gala ou je sais plus quoi. Mais après, tu peux essayer de creuser dans l'idée en fait. Pourquoi est-ce que ce serait un sujet pour Marvel Studios? S'il y a effectivement eu des pressions sur le metteur en scène, pourquoi il y a ce côté? Est-ce que le polyamour c'est vraiment si grave? Et pourquoi est-ce que Disney a un problème avec l'idée que ces réalisateurs s'amusent en fait et s'envoient en l'air avec leur vedette? Et finalement, bon, le papier il a été accueilli, on va dire, différemment. Et moi, quand je l'ai écrit, je me suis pas dit j'ai fait un truc de scooper, tu vois. Chacun son avis là-dessus. Bah non, mais surtout qu'à la base, après, tu posais quand même une réflexion qui était sur le fait que maintenant Hollywood était devenu ultra strict par rapport aux questions de relations extra-professionnelles à cause de MeToo, à cause de, en fait, juste, parce qu'avant, sinon, juste les meufs se faisaient harceler ou agresser. Et que c'est pour ça qu'ils étaient furieux aussi, parce que même si apparemment cette relation en question semblait être consentie et bon vivante et tout ça, tu peux pas nier que le studio est à mort de trouille à l'idée de se dire qu'après il va avoir un de ses réalisateurs vedettes être pris dans un scandale d'harcèlement sexuel avec des autres. Aux États-Unis, c'est un truc assez régulier, mais ça peut coûter très cher au studio pour étouffer une affaire. Bah oui, donc c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça qu'il faut effectivement trouver un peu du sens de ce que tu fais, mais par rapport à ce que l'un, tu vois. L'exemple typique de l'actualité qu'on peut rédiger qui, à mon sens, n'a aucune plus-value, que ce soit nous qui la fassions ou quelqu'un d'autre, c'est genre quand une bande-annonce sort. Et alors certes, c'est important en tant que média parce que même si personnellement j'estime qu'on n'est pas à la recherche du moindre clic possible, parce que sinon on pourrait quand même se permettre plein de choses en fait qui nous faciliteraient la tâche. On a quand même besoin d'un trafic pour exister en tant que média, parce qu'un média est lu, sinon il n'existe pas, ou vu ou écouté. Mais par exemple, tu vois, quand le trailer sort, bon, en général, je suis assez persuadé que les gens qui vont tomber sur l'article qu'on aura fait vont pas se prendre forcément la peine de lire les quelques paragraphes qu'on rédige. On essaie de replacer en contexte un petit peu, ou essayer d'expliquer juste ce qu'on voit. Par exemple, quand le premier trailer de Morbius sort, dire regardez, ça a l'air d'être naze, et 3 mois plus tard, quand l'autre trailer sort, regardez, ça a l'air d'être naze. C'est pas une plus-value vraiment très 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 important, tu vois, qui justifie forcément il faut aller lire tel ou tel site parce que leurs articles sur les bandes annonces sont vachement bien. Non, c'est ça, et puis il y a une problématique de temps, parce que quand la bande annonce tombe, si tu l'as fait 3 jours après, tout le monde l'a déjà vu ailleurs. Dans ces cas-là, il faut aller vite pour justement, c'est triste à dire, mais il faut entre guillemets la dégainer, parce que c'est juste logique. Si tu la dégaines encore une fois 4 heures plus tard, tout le monde a déjà vu le truc. Donc tu dois aller vite, tu dois rédiger vite, t'as pas le temps de faire une analyse plan par plan, de voir exactement quel élément était là. Et donc la plus-value justement de ce qu'on pourrait apporter sur l'analyse entre guillemets ou la spéculation sur un projet via sa bande-annonce, on n'a juste pas le temps, parce qu'il faut tirer rapidement, parce que c'est encore une fois une problématique journaliste, il y a tellement de concurrence. On n'a pas le temps, mais on pourrait le prendre ce temps techniquement, hein. Mais on peut faire après un papier plus isolé si on avait encore une fois davantage de temps avec les journées FC 37 heures. On pourrait faire un papier complémentaire pour, comme fait Screen Rant avec les regardez dans le trailer, on voit ci, on voit ça, etc. Tu vois. Mais après ça, tu vois, c'est sur le point de vue pertinent, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a absolument, pareil. De mon côté, en tout cas, c'est un choix qui m'appartient, mais je trouve qu'il n'y a absolument aucun intérêt
de vouloir et pourtant je l'ai fait une fois hein, là qu'est-ce qu'on peut voir et en fait ça m'a saoulé quoi je sais plus pour lequel je l'avais fait mais peut-être Endgame ou un truc comme ça mais après c'était Endgame aussi donc voilà mais je trouve qu'il y a vraiment zéro intérêt à vouloir scruter toutes les images tous les plans pour essayer ensuite surtout quand genre ça s'accompagne généralement d'un exercice après de ça pourrait arriver ça pourrait arriver et surtout que parfois les bandes annonces sont fausses en plus il y a des faux plans des fausses images donc soit faux soit que le montage plutôt, ouais voilà. Enfin, même, on peut. Tu parlais d'Endgame, ou non, c'était Infinity War, où on avait carrément un plan qui était totalement faux. Ouais. Thanos, c'est la main, là, ou alors quand il court vers la caméra. C'est quand il court à la fin. Ouais, voilà. C'est quand il court à la fin que vraiment c'était un plan qui était. Donc, finalement, les studios aussi. Quand Cap tient la main de Thanos, sur le gant, il n'y a pas tout. Il y en avait que deux. Ouais, les deux qu'on savait qu'il avait. Après, tu peux aussi comprendre qu'il y ait des envies de vouloir cacher certaines choses et qui font qu'effectivement, un truc qu'on va te présenter à un instant T ne sera plus. Vrai là-dedans mais on l'a vu dans plein de films on l'avait vu avec Justice League aussi qu'il y avait des images du trailer qui avaient disparu puis après en replaçant dans le contexte on savait que c'était parce qu'il y avait eu des coupes parce qu'il y a eu toute l'histoire que qu'on savait mais même sur la question du les journalistes doivent reconnaître s'être trompés et Dieu sait Corentin tu le sais aussi qu'on nous a fait ce procès à de nombreuses reprises sur le cas de la Snyder Cut en acceptant en jouant le jeu de relayer des médias sérieux qui, à un moment, avaient des données qui faisaient que, quelles que soient les discussions en fait qui avaient lieu chez Warner, à un moment, il n'y avait pas de Snyder Cut, Warner ne projetait pas de réexploiter en fait le montage de Zack Snyder à des fins commerciales. Pour au final le faire. Et sauf que entre le discours des scoopers de l'époque qui étaient de dire que le film était déjà fini à 93%, je sais pas quoi, qu'il fallait juste le sortir et qu'il était déjà regardable, et la réalité qui était que ils ne voulaient pas le sortir, ils ont vu qu'ils pouvaient se faire de la thune avec une nouvelle plateforme qui lançait, ils ont débloqué 40 millions supplémentaires, 70 millions supplémentaires pour finir la chose, et donc le produit qui est sorti au final n'a absolument rien à voir avec la chose qui a été fantasmée pendant 4 ans. Il y a aussi tout un panel de nuances qui a à prendre en compte, mais de façon plus concrète, par exemple, le choix que j'ai fait de relayer aucune des rumeurs sur la présence de Andrew Garfield et Tobey Maguire sur Spider-Man No Way Home, pour le coup, j'ai pas eu le bon instinct, tu vois, et ça, alors, j'ai absolument aucun regret. Mais techniquement, j'aurais pu prendre la décision de le faire, de parier sur le fait que ça allait effectivement se faire et que les données qu'on avait étaient assez tangibles pour qu'on se permette de le traiter. Et là, clairement, en termes de trafic, j'aurais été bien. Mais après, et ça, chacun aura son avis sur ça, mais est-ce qu'on a besoin de tout savoir aussi, quoi ? Ce que j'allais dire. On est un peu dans aujourd'hui où limite le moins de spoilers doit être développé avant que le film sorte, le moins de caméos, machin. Bon, est-ce qu'on peut pas aussi juste attendre, découvrir les choses ? Enfin, et c'est peut-être un peu paradoxal de dire ça alors qu'on fait ces métiers-là, mais parfois c'est bien aussi d'avoir du recul sur l'actualité et de pas tomber dans le on partage tout. Mais c'est ça. Hein, Non, attends 2 secondes. C'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ne pleure pas. L'idée, c'est d'avoir aussi un aggloméré d'informations qui permettent de suivre un projet, d'accompagner un projet, pas de gâcher le projet. Parce que l'exemple que tu donnes là, Arnaud, moi, ça me fait penser aux mecs qui vont interroger ou ont leurs sources, qui sont en fait des gens qui peuvent assister aux projections test, ouais. Et qui après vont se confier à la presse et dire alors il y a ça dans le film, il y a ça dans le film, il y a ça dans le film. Pour Birds of Prey, par exemple, ça avait été le cas. Pour Wonder Woman 84, ça avait été le cas. En vrai, si tu vas sur les bons sujets 4chan, je pense que c'est le cas pour tous les films. Hein. Voilà. Et en vérité, ça pour moi, c'est comme dire Tobey Maguire et machin sont dans le film. Si on le dit en fait de base, on dit que ça va, enfin, on gâche un élément de scénario aux gens. Et c'est le problème aussi, c'est que du coup, on a aussi fait ça pour le Docteur Octopus, mais on lui est dans les trailers, donc à la limite, quelque part, ça participe à... Là, si c'est dans la com officielle, on va dire bon. Ça avait été annoncé par. Il n'y a pas de gâchis pour les gens qui suivent les trailers. Quoi. Voilà. Disons que ça avait été quand même annoncé par Deadline, par Variety ou The Hollywood Reporter, qui sont quand même les 3 médias de référence aux États-Unis sur ces questions-là, qu'il est très difficile, à mon sens, de se passer de... On aurait pu, hein, on pourrait faire les naïfs et dire ah non, on n'a pas vu, et attendre le trailer justement pour dire oh regardez, en fait il y a le Docteur Octopus dedans. Non. Sauf que Molina, il a été annoncé 6 mois auparavant par Variety. Mais Jamie Foxx aussi, ouais. Et ça, tu peux pas t'en passer. Non, mais ça, excuse-moi, pardon, mais c'est aussi la construction d'un discours. C'est que du coup, quand tu sais que ces acteurs-là vont arriver, tu peux commencer à fomenter l'idée que le film, voilà ce qu'il va être. Il va être un délire nostalgique qui, parce qu'il n'a pas réussi à construire une saga Spider-Man tout seul, va piocher dans les films des autres. Et donc là, on peut avoir un regard critique, analytique,
et un accompagnement qui permet déjà de forger une opinion qui s'avère être vraie, d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est un film pot pourri. Dans ton opinion, en tout cas. Non, mais attends, en plus, moi, j'ai moins détesté le film que toi, par exemple, tu vois, ça m'a pas empêché de kiffer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est comme quand tu annonces, par exemple, Ben Affleck en Batman, ça dit quelque chose de qu'est-ce que va être ce Batman. Tu vois, c'est un Batman plus âgé, etc. Quand tu montres les visuels de la Batmobile, tu gâches pas la découverte de la Batmobile aux gens, tu montres quelle esthétique elle va avoir, quelle orientation elle pourrait avoir, quel référent elle pourrait convoquer. Alors que dire Tobey Maguire et Peter Parker et Andrew Garfield, alors que c'est la surprise du film, pour moi, c'est l'équivalent de relayer en fait les témoignages d'un mec qui a vu une Projotest et qui te dit, alors voilà, en fait, à la fin, Maxwell Lord, il peut communiquer avec des satellites aux gens, etc. Parce que ça, pour le coup, Arnaud l'avait lu, moi j'avais voulu m'en préserver. Et quand il est sorti de la projection, il m'a dit c'est exactement ce que les fuites avaient prévu, quoi. Ou même pire, enfin je sais pas vous, mais tomber sur la capture de l'apparition de Charlie Cox, quoi. C'est-à-dire sa seule scène qui tombe sur Twitter avant de voir le film. Vu, ouais. Ou bon, personnellement, j'étais un peu dégoûté de tomber sur ça. Moi, je croyais que ça pourrait être fake, tu vois, parce que... Oui, alors oui, on pensait aussi que ça allait être fake. Enfin, je pense qu'on essayait de se rassurer en se disant c'est bon, ça nous a pas gâché le truc, mais là, on rentre dans le côté, l'information gâche aussi le plaisir de la découverte. Ouais, ça rejoint un peu le sujet qu'on avait fait un petit peu sur les spoilers, hein, de toute façon, mais qui date et que les gens n'ont pas écouté. Donc ouais, mais c'est aussi un truc qui est de plus en plus... C'est pour ça, en fait, le problème, c'est que c'est compliqué de passer à côté de ce sujet-là. Parce qu'il est de plus en plus présent aussi. Et que les studios savent l'utiliser. Encore une fois, Morbius, les éléments de communication qui sont dans le film sont faits pour inciter justement à la recherche de théorie crafting, à la recherche de comment dirais-je, de préscience par rapport à ce que va être le film, au point que ce qui est justement une scène post-générique devient l'un des éléments de communication principal. Mais même là, tu vois, pour rester sur Sony, Spider-Man, t'as une com qui est faite où toi derrière tu vas te dire ok, je pense qu'il y aura peut-être ça, je vois la direction que le film prend, avec peut-être des surprises ou pas. Morbius, je trouve que là on est vraiment dans de l'hypocrisie marketing totale, où c'est même néfaste de la part du studio de vendre la chose de telle façon. En fait, c'est pas l'hypocrisie que tu cherches comme mot, c'est un mensonge. Merci, oui, tout à fait. C'est quand même un terme un peu plus direct pour désigner ce qui a vraiment été fait, parce que autant tu peux comprendre que des studios puissent manipuler des images, que ce soit par exemple Marvel Studios sur Infinity War pour en fait ne pas dévoiler une surprise. Oui, t'as l'impression que c'est entre guillemets sain, tu vois, que voilà, c'est parce pour que on veut pas dévoiler une surprise, mais il y aura quand même quelque chose d'important et d'intéressant là-dedans. Ce qui a été fait avec Morbius, ça a été du là c'est pour tromper, en fait. Ça a été du mensonge parce que on n'a pas remplacé une référence à Spider-Man par une autre, on a juste fait miroiter un Spider-Man pour en fait n'en mettre aucun, ne rien faire dedans. Et je pense que c'est un procédé qui est beaucoup plus problématique parce qu'on te vend un produit enfin c'est quand je sais pas, après ça reste un poster dans un arrière-plan machin qui est là comme un easter egg. On imagine que les easter eggs peuvent venir et aller disparaître ou je sais pas quoi, mais le problème c'est que quand ça sort dans le premier trailer, ça veut dire que tu voulais en faire quelque chose, tu vois. Ouais, et puis surtout avec le contexte actuel entre Marvel Studios, Sony et puis tout ce qu'ils essayent de construire. Ça fait les choux gras. C'est pas, je sais pas, tu vois, je pense à un truc où parfois t'as des easter eggs qui sont innocents, quoi. J'ai un exemple très bête, mais qui me vient à l'époque où il y avait Je suis une légende, où t'avais le poster Batman Superman. Enfin, là, on est dans du pur easter egg inoffensif. Alors qu'aujourd'hui, avec Morbius, Sony, on est dans un faux easter egg qui est là juste pour attirer. Parce qu'en fait, ils avaient raison d'autre. Ils ont très bien compris les modalités de la communication journalistique. Je mets des guillemets autour de journalistique moderne. C'est comme quand... on est tombé dedans aussi. Hein. Dans Eternals, t'as une scène où ils font référence à Clark Kent. Et c'est Screen Grant qui avait dit, il confirme que Superman existe dans un coin du multivers et tout. Ce qui est... Mais un tel niveau de non-sens absurde, en fait, que tu brûles-toi, en fait, toi qui as fait l'article. Parce que... Mais je voulais pas forcément m'énerver là-dessus. Tout à l'heure, t'as dit, t'as une idée de ce que va être le projet. Par contre, là, sur le côté Snyder Cut, je pense que ça peut conditionner un truc. C'est que par rapport au sujet de la neutralité journalistique, il y a une réalité aussi, c'est que aujourd'hui, les journalistes, quand ils sont dans des boîtes qui n'ont pas les moyens de se payer un CM, on va dire, ils sont au premier plan, à l'avant-front, en fait, d'une réception critique qui va être celle de l'électorat. Le fait est que le public de la Snyder Cut ou de Zack Snyder en général, il est très organisé, il est très militant et il a un discours qui est rodé, qui est blindé. On l'a vu, hein, on nous répétait les mêmes choses, justement comme tu l'as dit Arnaud, le film est quasiment fini, le film est quasiment fini. Et c'est vrai qu'à force de couvrir une actualité qui finalement devient une source d'agacement, entre guillemets, voire de harcèlement parfois, ou d'insultes, c'est arrivé, désolé les copains, toi quelque part, moi en tout cas j'en étais arrivé à me dire,
sans que ça conditionne mon appréciation du projet, bien entendu, j'espère que le film finalement ne va pas se faire pour que ces connards aient tort, en fait, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai du coup commis une sorte de faute journalistique parce que je suis pas censé avoir ce genre d'opinion. Alors, ça n'a pas évidemment renseigné la façon dont j'écrivais, parce que j'ai un humour de merde sur peu importe les projets, en fait. Je fais toujours des blagues de merde, peu importe que le film je l'attende ou pas, contrairement à ce que les gens veulent bien penser. Mais ensuite, on est venu nous reprocher justement d'avoir pris parti, alors qu'on prenait pas parti contre l'existence du film, mais contre les manifestations de cette culture, en fait, de fandom toxique. Et la réalité, c'est que le débat est encore posé aujourd'hui, et que pour chaque film, en fait, il est posé. On peut nous dire qu'on est anti-Morbius parce qu'on déteste la façon dont Sony, justement, communique là-dessus. Sauf que si Morbius avait été bien, on aurait dit que Morbius était bien parce que c'est notre travail de critique, c'est notre travail de fan, en fait. Tu vois, il y a pas forcément, il y a aucune vendetta dans le travail journalistique. Oui, on dirait qu'il y a cette espèce de fantasme de on aime détester. Oui, c'est ça. C'est pas le cas. Oui, bien sûr que non. Mais ça, c'est aussi justement une résultante de la culture des fandoms modernes où en fait, on ne laisse plus un journaliste être journaliste parce qu'on lui demande d'être un fan ou d'être un geek lambda en fait, qui doit justement lâcher des gros pouces. Mais c'est la culture américaine est vachement foutue là-dessus, tu vois. C'est le côté amazing, waouh, ça a l'air incroyable et tout. Et les mecs qui font des réactions à chaud sur les trailers, qui surjouent une espèce de what the fuck, etc. Ou les mecs qui font des tweets justement très enthousiastes, c'est eux en fait les premiers adversaires du journalisme neutre entre guillemets, ou qui essaient de chercher les faits plutôt que l'énergie. En fait, c'est pas une question d'être neutre que de juste pas verser dans le sensationnalisme. Oui, ou dans le parti pris, quoi. Ah non, parce que le parti pris, moi j'estime que tu peux avoir. Enfin, il y a des partis pris, parce qu'on l'a dit avant, la subjectivité elle n'existe pas. En vrai, tu peux pas être complètement subjectif. Mais donc il y a des partis pris. Tu peux avoir de la passion aussi. Tu peux être passionné par le truc et vraiment être content de parler du sujet, sans tomber dans le sensationnalisme. Tu vois, mais c'est par exemple quand je rédige sur le nouveau Daniel Warren Johnson, tu vas sentir qu'a priori je kiffe le projet. Tu vois, quand on rédige sur Marvel qui annonce de nouveau un rythme hebdomadaire pour le titre Spider-Man, tu sens qu'on va être agacé par la chose. Et donc on prend parti alors que techniquement on devrait peut-être pas le faire. Surtout que la chose c'est dans les Fantastic Four. Effectivement. Donc ça a rien à voir avec Spider-Man. Mais après, est-ce que c'est parti pris ou c'est plutôt, enfin je pense la décision d'Anglais en fait qui est de rappeler en fait que Marvel essore ses lecteurs du coup en multipliant un rythme de publication qui est mensuel par 4, ou à l'inverse qui est l'angle de en fait il y a des artistes incroyables qui font des trucs en creator owned, faut les soutenir, donc on va peut-être vous survendre le nouveau Daniel Warren Johnson, sauf qu'en vrai on vous le survendra pas parce que ce sera forcément très bien, tu vois. Mais il y a ce parti pris qui marche. Après oui, nous forcément on va aussi voir d'un mauvais côté alors la façon de fonctionner peut-être de certains confrères qui eux par contre vont décider, pour une raison qui leur appartient tout autant que les nôtres nous appartiennent, d'écrire en fait sur un projet qui à notre sens est un mauvais projet, mais en s'enthousiasmant dessus. Je sais pas, les rédacteurs de 90s ciné.fr étaient très enthousiastes sur les Venom par exemple, tu vois, et sur Heroes Reborn de nouveau, mais parce que dire écran large, parce que c'est non écran large il tape sur Venom aussi, c'est pas tout va bien. C'est pas truc, mais remarque là-dessus sur la question du parti pris ou du on aime détester, oui, certains rédacteurs d'écran large ont bâti leur réputation là-dessus. Enfin, Simon Rio, il est vraiment sur la culture de la punchline et de plus je place des synonymes de caca dans mes tweets sur les films que j'ai pas aimés, mieux je me porte, tu vois. Après, c'est une marque et c'est un choix, c'est un angle aussi quelque part. Il rime, hein, je veux dire, qu'on soit régulièrement ici, c'est un punchliner et c'est un journaliste quand même, c'est-à-dire qu'il a une lecture pas objective, mais global, quoi. Ouais, global. Enfin, j'allais dire holistique, oui, mais global du coup des faits. Et ce qu'il fait, c'est justement ramener sa subjectivité de connaissance, entre guillemets, sa culture, qui est énorme dans le milieu qu'il travaille, qui est le hip-hop, enfin le rap. Et précisément, ça donne justement des papiers qui sont intéressants à lire, mais on est quelque part dans une sorte de zone grise où, parce qu'il y a cette personnalité qui fait que on tolère des prises de parti beaucoup plus subjectives. Tu vois, personnellement, moi, c'est pareil avec Marvel. C'est pas que j'ai envie ou que ça m'amuse. Non, en vrai, ça m'amuse. Mais c'est pas que j'ai envie précisément de taper sur Marvel. Par contre, je pense que le travail journalistique, en tout cas la lignité de Comics Blog par rapport à ça, ça a toujours été, s'il y a une arnaque, il faut le dire. Parce que, autrement, justement, tu n'es qu'un relais de traduction d'une annonce qui a été faite en anglais. Limite, on t'envoie un communiqué de presse, tu le traduis en français, quoi. Ce que font beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites qui vraiment... chez les ricains, reçoivent un mail de communiqué de presse, ils font alors ça arrive tel jour, clac, CC en italique,
et démerde-toi avec ça. Alors qu'au fond, justement, t'as aussi, toi, un devoir en tant que fan, parce qu'on est quand même des fans avant d'être des rédacteurs, et en tant justement que personne qui a conscience de la totalité du marché et des réalités que ça suscite et des dangers que ça peut provoquer, d'informer les gens sur le fait que, par exemple, quand Marvel fait Elektra #100 et qu'il n'y a pas un Elektra 99, un Elektra 98, un Elektra 97 et qu'il n'y a aucune série Elektra qui a duré plus de 12 numéros, que t'en arrives là à te dire ok, donc là en fait ils se foutent de ma gueule, bah c'est logique de dire ils se foutent aussi de votre gueule à vous, tu vois, parce que quelque part t'es le mec qui va leur ramener l'info. Selon comment tu la présentes, ça peut être une info qui a aucun intérêt ou qui révèle d'un problème plus structurel dans l'industrie des comics, et quand t'as pas le temps de faire une enquête documentée de 46 pages, bah tu dis écoutez, là c'est de l'arnaque et voilà, prenez-le comme vous voulez. Et là du coup ça vient enrichir l'information en fait, ça la complète, ça lui donne un contexte. Donc pour moi là dans ce cas-là je trouve que le parti pris il est sain, quoi, il est même important et ça vient donner une plus-value finalement. Et je pense que ça, même pour aller plus loin, mais peut-être que c'est ça en vrai le travail du journaliste, il n'est pas juste de rapporter une info, Elektra 100 sort, ok, c'est vrai, mais derrière... C'est vrai, c'est vrai pour le coup. Voilà, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire que Elektra 100 sort? Et le fait de contextualiser tout ça est important. Bah, sauf si après tu donnes un contexte qui est biaisé par ta grille de lecture et qui est pas forcément... Ouais, mais après, qui est un contexte qui sera la grille de lecture, parce que ok, Corentin il va dire sur cet angle-là, si on prend Elektra 100, ouais c'est une arnaque, il n'y a pas eu de 98 et 97, tout ça. Moi j'écris la même actualité dessus, je fais... C'est une façon de rendre hommage à l'héritage d'un personnage historique et en compilant les trucs, parce que c'est une façon, ils l'ont annoncé, il n'y a pas d'arnaque, ils ont annoncé qu'ils faisaient une numérotation Legacy en compilant des volumes, ça fait depuis 4 ans qu'ils le font, machin. Donc il n'y a pas, là en l'occurrence ça marche pas même si tu dis pas. Non, mais après, parce que j'ai fait ce travail de compter. On n'est pas mathématicien non plus, Corentin, tu vois. Je sais compter jusqu'à 100. Ouais, mais après tu vas dans cet exemple. De tête, vraiment? Ouais. T'es sûr? Alors 1, 2, 3. Je vous rappelle quand je suis à 99. Très bien, très bien. Non, mais dans cet exemple-là, du coup, tu as quand même deux façons de traiter la même information, avec peut-être deux partis pris différents. Et qu'est-ce qui sera la bonne alors? Bah, les deux, du coup, sont légitimes, en fait. Et après, c'est la sensibilité de chacun qui va dire je me rapproche plus de cette façon de penser, d'écrire. Donc, l'information qu'on me donne, elle est juste. Il y a un parti pris qui vient expliquer l'information. Ok, à moi de me faire mon avis. Tu vois, le journalisme donne tout ça, je suis d'accord ou pas d'accord, mais je trouve que les deux du coup sont légitimes. Bah oui, mais après il y a quand même des faits, enfin moi je trouve qu'il y a quand même des moments en fait où justement t'as pas forcément à te dire je vais me faire mon avis, parce qu'il y a aussi une réalité des faits qui est intangible. Justement, c'est sûr que sur Elektra Sensor il n'y a pas d'avis à avoir, tu vois, mais c'est ce qu'il y a derrière où là chacun peut avoir son avis. Pour l'article où le producteur de Aquaman, Peter Safran, avait dit le frère de John Curry. Exact. Waouh. Non, du coup, c'est Tim Curry. Arthur Curry. Voilà, Tim Curry, il existe vraiment, lui, pour le coup. Ouais. Donc, merci Arnaud. Donc, quand Peter Safran, le producteur d'Aquaman et de Shazam et John Cumin avait dit, grosso modo, par rapport aux pétitions sur Amber Heard qui devaient se faire têche par les fans de Johnny Depp, etc., il avait dit ouais, c'est bien. En fait, je m'en branle. Et tu vois, donc là, t'as l'article qui relaie le communiqué de ce mec, de monsieur, et t'as un paragraphe de complément qui dit, en substance, chez bande de bâtards. Et t'avais des mecs qui avaient dit dans les commentaires « Non, il est un peu à charge votre article !» J'avais envie de répondre « Non, il est pas un peu à charge. Il est à charge de mon article et le fait que tu vas rien faire et tu vas pleurer. » Sauf que j'ai pas le droit de le dire comme ça. Du coup, je disais « Oui, c'est un point de vue. » Et tu vois, techniquement, il y a des gens qui ont lu l'article. Mais on te demande pas ça. Il y a des gens qui ont lu l'article qui m'ont dit « C'est bien qu'il y a des gens qui justement se positionnent là-dessus et disent que contrairement à l'espèce de pression qui est créée par les fans de Johnny Depp, les studios, ils prennent leurs décisions indépendamment et il faut quand même le rappeler. » Et il y a d'autres gens qui m'ont répondu « Ouais, mais Johnny Depp, c'est lui qui se fait taper par sa gonzesse et c'est un scandale, etc. » Donc précisément, en fait, c'est là qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est que si tu fais un truc neutre, on peut te reprocher de ne pas avoir justement soulevé un problème. Enfin, si tu fais juste que rapporter de ne pas être allé au fond du sujet, quoi. Voilà, c'est ça. D'être un peu superficiel. Ou... Alors que si tu prends parti, forcément, tu prends parti contre un camp, entre guillemets. Moi, j'assume très bien d'être parti contre un camp, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est aussi un truc qui, je pense, peut museler beaucoup de rédactions ou de journalistes qui n'ont pas envie de se mettre à dos des communautés, littéralement. Précisément, le cas Snyder. Ou les gens avec qui tu travailles. Oui, ou des gens qui ne peuvent pas se permettre de se mettre en danger par rapport à leur boulot aussi. Non, mais même par rapport à ça, le fait que, par exemple, ce que tu disais, les arnaques de Marvel, mais tu pourrais très bien dire aussi, bah oui, mais en France, du coup.
je sais pas, enfin, on en parle quand même que la politique tarifaire des comics est globalement trop élevée et que Panini fait des albums qui sont trop chers, par exemple, et qu'il y a des prix qui sont trop élevés ou qu'il y a des choix de publication chez tel ou tel éditeur qui interroge. On sera quand même beaucoup moins véhément là-dessus. Parce que c'est quand même des gens avec lesquels le contact est quand même beaucoup plus proche que avec les Américains, sur lesquels on s'en bat les couilles de dire que de faire des imitations de Nick Lowe, je me permettrai pas de faire des imitations des éditeurs avec qui je travaille, tu vois. Ah ouais? Bah non. C'est sûr? Bah oui. Tu peux nous imiter un petit... Non, personne. C'est sûr? Non, personne. Là, vous voyez, vous sentez la crainte, en fait. Oui, bah ouais, non, mais ça faut mettre conscience aussi. Dans le sens où aux États-Unis, la culture comics des super-héros, c'est la culture dominante. Alors qu'en France, nous, on parle à un petit marché de passionnés. Même Panini vend pas tant que ça. Mais on parlerait de BD ou de trucs. Enfin, non, enfin, si, les BD, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de j'irais pas faire la caricature du boss de Dupuis non plus, tu vois, alors que j'ai des choses, j'aurais des trucs à dire sur. Moi, je pourrais, par exemple, tu vois. Mais tu vois, parce que tu bosses pas directement avec eux. C'est Heroes Reborn, par exemple, on n'a pas été en mode, ouais, bon, c'est pas si mal, hein. On a dit, c'est de la merde, ne l'achetez pas. Enfin, et moi, c'est pareil pour plein de Batman que publie Urban. Quand je vous dis, n'achetez pas le Williamson, c'est de la merde, point, c'est tout. Oui, parce que là, on n'est pas dans la caricature, tu vois. Enfin, on est dans un avis, en fait, mais qui est légitime. Oui, mais au-delà de ça, mais par exemple, tu pourrais très mal. Parce que nous, on est à la fois rédacteur d'actualité et critique. Enfin, du coup, on a cette espèce de double casquette qui fait que quand on annonce une actualité, on a forcément un avis critique qui a été formé. Sauf quand on n'a pas lu, ce qui, moi, m'arrive assez rarement, parce que généralement, quand je fais un article sur une BD que j'ai pas lu, je vais essayer de la lire avant, de rédiger, ce qui fait que je mets 3 heures à faire une news. Mais, entre autres. Mais tu vois, techniquement, là, la différence pour moi, c'est qu'on est en France sur un petit marché et les gens qui font ce métier-là, c'est pas des Nick Lowe, c'est pas des Cebulski qui appartiennent à un groupe énorme qui est celui de Disney ou de Warner Bros. Il n'y a pas les mêmes degrés de corruption. Média Participation et Panini, c'est des énormes groupes. Je pense que le salaire de François Arquette, c'est pas celui de CB Cebulski. Hein. C'est mon avis, je pense. Ah, je sais pas, faudra lui demander. Bah écoute, le truc, c'est que non, mais je crois qu'il nous écoute. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si tu veux, la culture comics telle qu'elle est vue du point de vue de France, il y a un côté militant, il y a un côté. On est tous dans la même merde, d'être des petits passionnés dans un marché qui nous dépasse. Et on essaie de faire ce travail d'évangélisation, de dire si vous voulez lire des comics, commencez n'importe où, commencez par Batman, commencez par Panini. Ça ne nous empêche pas de dire quand Panini met les prix trop haut ou quand ils sortent des saloperies. Et pareil pour tous les éditeurs en général. Mais. Évidemment que c'est plus facile de taper sur un Américain lointain dans une culture qui est celle du mainstream des super-héros au service d'un groupe qui veut juste faire les poches de son lectorat. Moi, ça me paraît plus... Comment dire ? Mais c'est même pas une question d'éthique, en l'occurrence, c'est une question juste de valeur perçue, comme tu dis. C'est les arnaques vues de France, on va dire, parce que quand elles arrivent, restent comme des arnaques qui sont mesurées à un marché qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus fragile. Et où nous, notre boulot, c'est plutôt d'essayer de guider les gens vers la lecture de BD, entre guillemets, vue de France, parce que les gens lisent plus de la VF. Alors que critiquer Marvel qui fait du kiosque et qui tire les poches des gens, ça reste toujours plus grave à mon avis, parce que eux, ils mettent en danger le marché domestique, celui où sont faits les idées, en fait. Et si Marvel finit par tuer l'indé aux États-Unis à force d'avoir trop tiré sur la corde, ce sera pas la même chose que si Panini finit par écœurer les gens du format super-héros à force de faire monter les prix. Tu vois ce que je veux dire ? Dans les deux cas, il y a un marché qui s'effondre. Oui, mais c'est pas le même, tu vois. Si on est fan de comics, si la BD si le marché franco-comics s'effondre, moi je continue à lire de la VO, tu vois. D'accord, ouais. De ce point de vue-là, d'accord, très bien. Autre question aussi que tu voulais aborder avec nous, Robin, dans ce podcast, c'est la place du secret gardé par les artistes, les éditeurs, les studios, le fait d'avoir des médias qui ont sciemment des exclusivités en fait auprès d'éditeurs, ça nous arrive. Moi, je réussis à en gratter de temps en temps en reprenant en fait un modèle qui existe aux États-Unis, parce que notamment ce qui concerne les maisons d'édition, tu t'aperçois que tous les mois avant qu'ils dévoilent leurs sollicitations, donc qui sont la liste des comics apparaître dans les 3 mois, ils distribuent. En fait, ils distribuent les annonces à tous les médias qui existent, en tout cas aux médias principaux qui existent, et leur disent toi tu vas annoncer le nouveau Tom King, toi tu vas annoncer le nouveau Chip Zdarsky, toi tu vas annoncer le nouveau Todd McFarlane, et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, c'est quelle est la place aussi quel est ton rôle après en tant que vecteur d'information quand en fait tu deviens propriétaire de façon très ponctuelle, mais parce que tu vas être le premier à le sortir en fait de cette information.
Est-ce que tu deviens pas le communicant Ouais, de c'est la ça. personne qui te donne cette information? Tout à fait. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a est-ce que l'information, on l'a eu en exclusivité avec la possibilité d'en parler à un moment donné, ou est-ce que c'est du off qu'on viendrait du coup, entre guillemets, trahir? Où là, déjà, il y a cette première distinction pour moi à faire. Le off, on va dire, c'est sacré. Et c'est justement ça qui fait que on peut aussi avoir des informations qui nous permettent de faire le travail sans donner une information qui n'est pas censée sortir. Mais tu te dis pas que ce off-là, en fait, en tant que journaliste, en fait, t'aurais tout à fait raison de le sortir. Alors certes, tu vas briser une forme de confiance, mais quelque part, Alors, c'est sûr. c'est pas la personne qui te donne cette information-là qui te rémunère. Non, mais ça, fait. je suis d'accord. Mais après, je pense que là, on entre un peu dans le côté déontologique où on se dit la personne me fait confiance. À la base, si elle me donne cette information en off, c'est qu'elle me fait confiance et que, justement, comme tu disais tout à l'heure, on travaille avec cette personne. Je vais être amené à nouveau peut-être à travailler avec. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour l'information que j'ai en off de griller cette confiance? Peut-être que déjà, il y a ça à se poser. Après aussi, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans un domaine culturel qui n'est pas là pour venir sortir des scandales vraiment énormes, importants. On va pas diffuser. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, dans ce contexte-là, le off, je pense qu'il est important de le respecter. Et ça me fait aussi penser au sujet de l'embargo. Parce qu'on voit souvent passer sous embargo. Peut-être que certains ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être qu'on croit qu'on a signé des trucs qui nous empêchent de révéler, alors qu'en fait, bon, ça peut arriver, mais c'est juste une espèce de donnant-donnant avec... on peut voir certaines choses en avance, et en échange, on accepte de ne pas en parler avant telle date, telle heure. Et ouais, ça rentre juste dans la déontologie, mais il n'y a aucune pression de fait, il n'y a rien. Moi, j'ai quand même signé. Ouais, de temps en temps. Ouais. Je signe pas mal de papiers quand même. Ça dépend des acteurs, mais Disney et Netflix se privent pas de se faire signer des. Spider-Man, c'est sûr. Ils donnent des conditions des fois sur le. Pour certaines, pour Netflix, clairement, parfois tu signes un embargo et c'est non seulement tu t'engages à ne pas écrire dessus, à pas sortir de papier avant jeudi 9 juin 2022, et ensuite il y a une liste d'éléments parfois qui te donnent, tu dis t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ça. Alors, en général c'est pas de mauvaise intention, c'est parce que tu dois pas révéler des trucs, c'est pas pour se protéger de dire vous devez pas écrire que la série elle est nulle si vous l'avez pas aimée, puisque effectivement Sweet Tooth, j'ai pu écrire ma critique en respectant l'embargo et en respectant les guidelines qui étaient de pas dire que la révélation sur les parents de Gus par exemple ou ce genre de choses là qui différait pas mal des comics du coup, ça fallait pas que j'écrive dessus, et c'est normal parce que tu rédiges pas un truc en expliquant le twist de fin. Par contre, ça m'empêchait pas de dire que c'était une mauvaise adaptation. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, parfois l'embargo il est juste donné. Mais parfois tu peux avoir peur aussi, juste même par rapport à oral, quoi. Même par rapport à ça, à cette forme de privilège que tu peux avoir dans l'activité journalistique, d'avoir cet accès aux produits culturels en amont qui te permet quand même de faire juste ton travail en fait. Oui, c'est surtout ça. Mais de te dire, et ça c'est ce que Yeri m'avait évoqué dans le podcast sur le rap, c'est que qui lui disait vraiment que c'était une presse sans journaliste, parce que tu n'as pas un rapport où les gens peuvent se permettre par exemple de tailler un disque qui viendrait de sortir, parce que tu pourras avoir parce que c'est un autre milieu et que tu pourras avoir juste la maison de disque ou directement l'artiste qui viendrait au mieux te blacklister, au pire venir te casser la gueule. Ah bah il y en a qui ont essayé mais ça à la limite c'est vraiment le milieu spécifique du rap, parce que nous, on n'est quand même pas tendre avec... J'imagine que dans le milieu musical, ce serait pareil, même au-delà du rap. J'imagine que si tu dis... La différence, c'est que c'est un truc local. Tu vois, ça pour le coup, c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la VF. C'est que je sais pas si, par exemple, si Splinter sortait un papier sur le nouveau 21 Savage en disant il est à chier, va te faire foutre, est-ce que vraiment il y aurait un effet aussi important que s'il disait le nouveau Booba, il est pourri, va te faire foutre, tu vois? À mon avis, c'est très différent, parce que c'est le marché du rap français, il est ce qu'il est, et il a développé ses relations... Il y a beaucoup de journalistes qui bossent pour des labels, c'est une réalité. Beaucoup de sites qui ne dépendent que de la pub des labels ou des exclus des labels, tu vois. Oui, comme Xbox ne vit que de la pub qui est prise par des éditeurs, parce que c'était le choix de ce modèle-là économique depuis ses débuts, parce que l'ancienne équipe a toujours dit on veut pas que le site vive de pub pour des shampoings ou des voitures, pour être aussi en accord avec tout simplement l'esprit culturel du site. Et puis moi de mon côté maintenant, tout le monde sait très bien que j'ai fait de la traduction pour des éditeurs, que je fais des piges pour d'autres, que je fais d'autres travaux ailleurs. Toi-même aussi, Corentin, je ne le révélerai pas. Même sur des boulots pour lesquels t'as pigé, t'as le droit de dire que c'est pas bien.
Ah, bien sûr, mais je le fais. Personne t'a envoyé un mail en mode genre, gros, non, là par contre. Non, mais Il n'y a c'est pas pour- Jared Leto qui va rentrer dans l'appartement pour se venger de ta critique de Morbius. Non, Parce que à la limite, je s'il vient, suis on sûr l'installe, on lui fait qu'il- un super friend. Enfin, on parle avec lui, on débriefe un peu. Ouais. je suis presque sûr que s'il la lisait, qu'il la comprenait, ça le ferait marrer. Je pense qu'il a conscience que c'est de la merde, de Mais toute façon. oui, il le fait, Ce que ouais. je veux Ils dire, sont c'est voilà, fous, ouais. mais on a bu des bières avec des éditeurs. Il y en a plein qui savent très bien quand ils éditent des trucs qui sont tout juste moyens. Parce qu'il y a juste des logiques de marché, hein, des logiques de il faut tel produit à tel moment parce que c'est le moment où il y a un film qui sort, ou une série qui sort et tout. Moi, personnellement, j'ai jamais reçu le moindre truc en mode. S'il y avait Sullivan une fois qui m'avait dit qu'il n'avait pas compris pourquoi j'avais mis plus d'une étoile à un des produits Tortue Ninja qui était arrivé sur le marché. Parce que lui préférait l'un à l'autre. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, je trouve que l'autre, il est mieux, en fait, c'était plus tortue et tout. Et il m'avait dit, ouais, ok, d'accord. Mais tu vois, il n'y avait pas eu de en mode genre, ah, t'es un gros con, t'as rien compris aux tortues, tu vois. Et en définitive, c'est ça, on est aussi, comme je disais tout à l'heure, on est sur un rapport qui est tellement. Sur un petit milieu, en fait, qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de la place pour ça, en fait. Il n'y a pas de la place pour se tirer dans les pattes entre éditeurs et presse, parce qu'on sait qu'on est tous passionnés par un truc qui est la lecture, qui est la BD, etc. Et que tout le monde a conscience qu'il y a des bonnes BD, des mauvaises BD. Encore une fois, Heroes Reborn, bah, t'as pigé dessus d'ailleurs, non, si je dis pas de bêtises. Absolument pas, non. Ah ouais, ok, bon, autant pour moi. Heroes Reborn, encore une fois, moi, c'est l'exemple type parce que moi, il faudrait vraiment me payer très Non, cher. moi j'ai pour que je fait, dise j'ai que c'est pigé, pas bien, tu vois. non, j'ai pigé que c'est sur, bien, pardon. j'ai pigé sur sur la réédition de l'Omnibus, mais pas sur le Heroes C'est Reborn celui-là dont je te Aaron. parle. Sur Ah, d'accord, ok. l'Omnibus, on est quand même d'accord que c'est de la merde. Ouais. Voilà, le Heroes Reborn des années 90. Ouais, c'est C'est nul à chier, c'est affreux. Voilà, tu vois, bah là, je suis sûr qu'il n'y a pas Panini qui va t'envoyer un rat dans une boîte Colissimo, tu vois. Enfin, Mais Ah après, bon, on sait pas. Maintenant, on ne sait pas. tu penses? Je sais pas. Non, non, non. On va voir. Mais tu vois, c'est ça. Et par rapport au côté les NDA et tout, moi précisément, s'il y avait justement cette espèce de limite franche qui serait franchie, du coup, pour dire vous pouvez parler de tel produit, mais par contre, ces éléments-là, non. Surtout si les embargos sont vraiment genre 2 jours avant la sortie du machin, je dirais, bah, en ce cas-là, on va attendre que le truc soit disponible, je me lève tôt, je le claque, et on fait la critique dans l'après-midi, tu vois, parce que ça me paraît juste plus rationnel et plus sain. S'il s'agit d'éléments spoilers, c'est encore autre chose. Tiens, pour ne pas se trahir de secret, c'est écrit au début de la critique de Moon Knight. Disney a time-bombé et a embargoé, on va dire, les 4 premiers épisodes. C'est pas pour rien, on va dire. Mais ce qui fait que la critique du premier épisode, qui déjà n'est pas représentative de toute la série, parce que la série elle-même va beaucoup plus loin que le premier épisode, on peut pas juste s'interdire en fait de dire bah non, mais on a tout vu, quoi. Et on peut pas genre faire les naïfs en se disant cette critique, du coup, bah voilà, le premier épisode il finit comme ça, il est pas trop mal et tout. oui, mais On tu est le obligé dis de donner la et tu tonalité joues de quand même fond. le jeu d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Tu respectes quand même la notion. Bah dans un sens, mais j'ose espérer que les lecteurs savent lire entre les lignes, quoi. Oui, 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 bien sûr. Après, moi, ma grille sur Moon Knight est très différente, parce que c'est pas forcément la matérialité de la série qui nous intéresse, nous, chez Comics Blog, parce qu'on est des fans de comics et que du coup, on peut se permettre de donner un avis qui est celui d'un fan de comics sur un produit grand public et une adaptation. Là où beaucoup de gens vont dire plus mise en scène, plus tonalité, etc. Nous, on peut dire, parce qu'on est spécialiste de ça, voilà ce que ça vaut par rapport au BD. En l'occurrence, rien. Et, voilà, après, tel quel, moi, il y a des trucs que j'aimerais dire sur la suite que je ne peux pas dire dans la critique de l'épisode 1. Mais la différence, c'est comme c'est un format épisodique, tu vois, si c'était un binge en un coup, ça me frustrerait. Mais là, je me dis qu'en fait, effectivement, si je pouvais aller plus loin pour en parler, bah, je gâcherais de la surprise aux gens, et il y a quand même effectivement une compréhension à avoir, c'est que les gens, parfois, préfèrent le format épisodique, préfèrent consommer de semaine en semaine, et si tu leur annonces tout d'un coup, bah, tu leur niques leur expérience de spectateur. Donc ça, c'est pas un truc qui me frustre. Par contre, je te dis, s'il m'avait dit, si l'embargo était tombé avec des guidelines en mode sur l'épisode 1, ne parlez pas de telle scène, là, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème de ce que tu laisses entrevoir à travers le prisme du critique. Oui, surtout que 2 jours après l'épisode sortait. Donc, à le moment Oui, où c'est il ça, est sorti, c'est ça. là, tu peux parler de ce que tu Oui, ça, veux. c'est quoi. comme les Enfin, projets presse de la veille pour le lendemain, oui, quoi. la Il y a des veille, trucs, ouais. des fois, qui sont un peu absurdes. Mais voilà, quoi. C'est ce qui est encore mieux. Quoi. C'est les projets publics avant les projets presse. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Ça, c'est un bon. Mais à qui tu penses? Un bon délire à personne, mais c'est quand même amusant parfois de voir effectivement des studios qui imposent des embargos presse, enfin des embargos critiques en fait à la presse, alors que quelques jours avant ils font une projection de la même œuvre, du même produit à un public qui lui n'aura rien à signer. Mais justement, Et parce qui que c'est peut- pas le et qui même peut- métier, en fait. Hein. Mais il y en a pour qui c'est juste pas un métier en fait. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, je veux dire, il y a très bien des gens qui n'ont pas ce métier-là, mais qui seront tout à fait aussi doués d'écriture et qui pourraient très bien rédiger, par exemple, Morbius,
à quel moment en fait le papier que j'ai fait aurait pas pu être rédigé par mon double d'écriture qui réside dans le 9.3 et qui Arnaud Cookie, qui est 9.3. voilà qui est doué de sa plume. Non mais tu vois, mais qui aurait pu publier sur son blog un papier exactement identique. Alors peut-être qu'il y aurait eu moins eu d'écho parce qu'il n'y a pas la même influence que sur le site pour lequel on rédige. Mais après, tu sais très bien qu'avec les réseaux sociaux, avec ce genre de choses-là, tout ça, il y a des choses qui peuvent exploser aussi. Et à quel moment tu prends pas le risque juste de te faire saper ton travail par des gens qui, effectivement, dont c'est pas le but. Et c'est un peu aussi là ce qu'on a déjà un petit peu abordé dans cette émission par rapport à tout ce qui est qualité de l'information et pertinence. C'est qui, aujourd'hui, relaie l'information? Parce que c'est vrai que nous, on a une position où voilà, j'ai eu ma carte de presse, Comicsblog a été immatriculé comme service de presse en ligne, donc on a réussi à faire valoir par les instances l'autorité gouvernementale en fait, de faire reconnaître que le travail qu'on effectuait, parce qu'ils sont allés lire le site pour le valider, tu vois. Donc on a réussi à faire reconnaître que ce qu'on produit, c'est pas juste de la traduction de papier anglais ou juste du relais d'annonces françaises, c'est qu'il y a un travail derrière. Mais comme on l'a dit aussi avant, par comparaison, on n'a pas fait d'école. J'ai pas fait d'école de journalisme, Corentin non plus. Enfin, après, c'est ce qu'on avait dit dans les premiers podcasts de First Print, de The Pulse, c'est que la vision du journalisme, c'est justement un croisement entre la pugnacité, l'abnégation, la déontologie. Oui, non, mais c'est un tas de qualité. Parce que je mieux en fait qu'il ne soit pas nécessaire de faire une école pour être journaliste, quoi. Non, bien sûr. Surtout les écoles en France. En plus, tu vois bien qu'il y en a qui, maintenant, mais il y en a qui sont pas reconnus en plus. C'est-à-dire qu'en plus, il y a aussi c'est ça. Mais c'est super compliqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est qui fait ça, c'est-à-dire à qui on autorise. Et je dis pas nous, tu vois, mais qui on autorise au final à revendiquer le statut de journaliste, c'est à dire, ok, en fait, toi, ton traitement de l'information remplit, si tu veux, les conditions qui vont faire que ce que tu fais, c'est vraiment du travail de journaliste. Et non, toi, par contre, tu seras juste une sorte de micro-influenceur, une sorte de relais fourre-tout, juste un caisson de résonance, mais qui n'a pas de très grande valeur. Par rapport à la haute autorité qui distribue les cartes de presse, tu veux dire? Non, pas par rapport à ça, parce que ça aussi, c'est très. Vu les conditions, en fait, pour délivrer la carte de presse, il y a d'excellents journalistes, en fait, qui n'ont pas la carte de presse. Enfin, IRIM ne l'a pas, par exemple, je crois. Bien sûr, ouais. Donc, des tonnes de journalistes, même de photojournalistes, n'ont pas la carte de presse en France. Voilà, parce que ça c'est des critères, en fait, qui sont. C'est des modalités en fait qui datent de 1985 et qui ont pas sont déjà il y a quand même des critères salariaux, donc voilà. Non mais après ça c'est fait pour protéger en fait les journalistes à la base, mais les pratiques ont tellement évolué et le monde a tellement évolué en fait que je trouve que c'est ubuesque de continuer à vouloir appliquer des trucs qui ont été validés en 1985 en 2022, mais c'est vraiment un sujet, un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que la question que je posais, c'était vraiment comment en fait tu vas définir vraiment qui est journaliste. En fait, pour moi, je parle même des comptes, tu vois, parce que tu sais, le compte Box Office FR. Ouais, par exemple, tu vois, je crois pas que ce soit quelqu'un qui soit encarté ou qui soit journaliste de base, mais techniquement, le travail qu'il fait me semble assez qualitatif, dans le sens qu'il rapporte des données chiffrées relativement régulièrement qui sont vraies parce qu'elles sont reprises partout et que tu les vois après sur les sites genre Allociné et tout ça, donc c'est pas un problème, et qui pourtant par exemple va te faire là ces derniers mois te faire 5 tweets sur le box-office de Spider-Man presque heure par heure et jour par jour et pays par pays pour vraiment te vendre l'idée que c'est le carton de tous les doigts, tout ça, où là tu dis enfin ça peut être un choix d'anglais parce que tu sais surtout c'est que ça va marcher sur les réseaux, ça va faire beaucoup de partage, et où tu peux dire bon à un moment en fait là il y a plus rien de pertinent que t'apportes. Effectivement, il a fait 3000 entrées de plus que Hier pour les jours, c'est un chiffre qui existe, mais on a déjà compris depuis 6 semaines que c'était le film numéro 1 au box-office de l'année. Tu n'as plus besoin d'apporter quelque chose en plus. Mais est-ce qu'il y a une prétention journalistique, parce que ces gens font... Moi, il le fait sérieusement. De la compilation de données celui-là, il le fait quand même relativement sérieusement, mais à l'inverse, il y a des comptes qui ont explosé, des Marvel News, tu sais là, les Spider News FR et tout ça. Il y a plein de comptes Twitter qui vous leur bio, c'est tous le même, c'est votre compte d'actualité Marvel, DC, machin. Un truc en particulier, parfois un personnage ou vraiment parfois une info. T'as des comptes créés par des studios pour relayer des images de tournage, hein, parce qu'il y a des trucs, tu te dis mais comment ils ont été exclus, etc. Et en fait ça a été admis qu'il y a plein de pages genre Bad Girls Update ou machin Update, Bidule Update, etc. où il y a vraiment des trucs qui n'existent pas, genre le compte Secret Invasion, la série. Mais il a été créé en fait avant l'annonce officielle. Quand tu regardes bien les tweets, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, il y a aussi des validations de trucs qui sont orchestrés et qui après sont laissés en roue libre. Mais ça, je te dis, par rapport à ta question, déjà pour moi, tout le monde peut être journaliste à partir du moment où il est prêt à s'investir là-dedans, parce que c'est pas un truc non plus que tu fais pendant 2 semaines et puis après t'arrêtes.
si tu as la volonté d'informer et la volonté de comprendre que tu ne le fais pas pour ta gloire personnelle, ni par attrait ou par intérêt économique. Tu le fais parce que dans la presse culturelle, en l'occurrence, tu as une passion que tu as envie de transmettre et de communiquer et d'accompagner et d'appartenir à cette espèce de grand écosystème. Mais pour moi, c'est que tu sois rémunéré ou pas, ça n'a pas d'influence en fait. Je pense qu'il y a des blogueurs qui font un meilleur taf que plein de journalistes encartés. En politique, par exemple, il y a plein d'excellents blogueurs. Ou même de gens qui font ça sur leur temps libre. Puis même en culture, on a tous commencé comme ça en fait. Oui, voilà, oui. Moi, je trouve que j'écrivais beaucoup mieux qu'à l'époque où j'étais amateur. Par exemple, j'écrivais plus de chroniques, j'avais plus de temps aussi parce que j'avais pas forcément un boulot à plein temps à côté pour faire du travail de recherche, du travail de réflexion, du travail de fond. En définitive, c'est quand j'ai commencé à brasser de l'actualité pour alimenter un média que j'ai commencé à avoir moins de temps pour faire ces travaux-là. Et ça me frustre, moi le premier, tu vois, parce que justement, c'est pas qu'une question de salaire, c'est pas qu'une question de rythme de vie ou d'heures investies chaque semaine, c'est une question en fait de la qualité de ton travail, la qualité de ta pratique, la qualité de tes idées, même quelque part, parce que, on l'a dit, hein, il y a des journalistes, des formes de journalistes très différentes, et des formes d'appréciation, même de ce que peut être une information engagée ou non, très différentes. À mon sens, par exemple, prenons justement notre ancien foyer, Arnaud Kikou, DC Planète, de fait, ils sont au taquet sur l'actualité. Ils font un travail qui est vraiment très construit, qui sort les infos quand il faut, et si on est fan de DC Comics, on a un bon point de relais. Par contre, c'est pas des gens qui sont encartés, c'est pas des gens qui sont rémunérés non plus, et quelque part, c'est même pas forcément des gens qui sont neutres. Il y a vraiment une lecture qui est souvent justement subjective, qui dit ça a l'air bien, ça a l'air pas bien et tout. Pour moi, c'est des journalistes de la presse web spécialisés en bande dessinée. Et ils sont légitimes autant que nous, avec ou sans les influences qu'on a nous dans le milieu. Par contre, c'est pas moi un truc qui me paraît aussi rigoureux que je l'aimerais, tu vois, parce que justement, pour moi, le journalisme va aussi avec un regard plus critique, plus guidé, parfois même plus industriel de ce truc-là. C'est mes goûts à moi, hein. C'est pour ça que je lis beaucoup plus de presse américaine et anglaise que de presse française. Je trouve qu'on a du mal à dégager vraiment des discours critiques très recherchés par rapport à ça. Mais l'idée, c'est pas en fait que quelqu'un t'attribue une carte, c'est que tu te déclares journaliste. Et après, tu dois faire le boulot qui va en conséquence. C'est-à-dire que par exemple, il y a des mecs, mais il y a des grands journalistes qui sont corrompus. Il y a des grands journalistes qui acceptent de dire du bien d'un projet parce qu'ils vont recevoir un truc en échange, une exclue, ou une vacance, un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, tu vois. Enfin, je veux dire, ça existe ces réalités-là. Et il y a des youtubeurs qui font un travail journalistique, il y a des comptes Twitter qui font un travail journalistique, mais c'est des petits exemples dans une masse de gens qui justement en fait s'approprient les codes d'un métier, comme par exemple pour les trucs de Marvel News, etc., qui eux, à l'inverse, croient qu'il suffit juste de relayer de l'actualité en évitant tout ce côté, les sources, tout ce côté, quel est l'intérêt de cette actualité, en dehors de la génération de trafic, et qu'est-ce que moi je vais apporter de plus, par mon regard et ma connaissance du milieu, que le mec d'à côté. Et ça, en l'occurrence, il y a plein de gens pour lesquels la réponse, c'est rien. Et pour moi, justement, c'est moins du journalisme que juste du tweet au journalisme. Ouais, c'est de la curation, c'est de la curation d'infos. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Et genre, tu vois, dans le jeu vidéo, par exemple, c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais le jeu vidéo s'est créé avec une presse qui n'a jamais été encartée. C'était juste des fans qui rejoignaient des magazines qui étaient financés par des groupes de presse très variés, très multiples, qui se disaient il y a un terrain à conquérir. La plupart étaient proches des éditeurs. Il y en a même plein qui après se sont dispatchés dans des groupes, etc. Ils ont dû créer leur code eux-mêmes par rapport à tout ça, par rapport aux embargos. Il y a eu plein de débats par rapport aux Doritos, tu vois, comme nous sommes en train de déguster en ce moment. Par rapport justement à c'est quoi accepter le compromis d'avoir une exclue, etc. Parce que le jeu vidéo, ils sont beaucoup plus castrateurs que nous. Et finalement, ils ont créé avec le temps des trucs comme Gamecult, par exemple, qui pour moi est une référence journalistique sur justement le fait qu'on peut aimer un média et le commenter, le critiquer, l'analyser, et parfois même aller au frontal, tout en produisant une actualité qui est riche, qui est variée, et qui couvre tout un tas de sujets que le reste des généralistes ne couvrent pas, tu vois. Voilà, d'où ça part tout ça, tu vois. C'est un très vieux site maintenant. Ils sont apparus dans un milieu qui avait jeuxvideo.com, qui avait des trucs qui étaient beaucoup plus... qui se posaient pas ces questions, en fait, de comment on peut transformer le journalisme spécialisé. Et finalement, aujourd'hui, on commence à avoir une variété de thèmes et de fonds. Moi, je pense que les comics sont encore un peu en retard par rapport à ça, parce que c'est tellement petit comme truc qu'on n'a pas... Mais c'est pareil dans les chaînes YouTube, tu vois, on n'a pas encore des mecs qui vont vraiment casser les formats et les codes pour essayer de faire des trucs vraiment très novateurs, contrairement aux jeux vidéo, t'as vraiment des tonnes de trucs, t'as des chaînes qui parlent que d'IA, des chaînes qui parlent que de cartes graphiques, etc., etc. Nous, on est encore trop petits pour avoir droit à ça, même si ça existe aussi aux États-Unis.
Et par rapport, justement, je fais un grand détour, mais par rapport au journalisme comics, mais moi, des fois, tu vois, je me pose la question, est-ce que le mot journalisme n'est pas un peu galvaudé par rapport, justement, à ce côté, on ne va pas des fusées, on n'est pas en train de balancer les codes nucléaires de la Corée du Nord, en comparaison, justement, des scandales que tu parlais, parce que des fois, effectivement, on est au courant d'une info, on doit attendre d'avoir le feu vert d'un éditeur pour la donner. On pourrait se dire, non, moi, je suis un journaliste total, dès que j'ai l'info, je la publie, parce que voilà. Ouais, mais ok, t'as fait ça. Après, l'éditeur, il te parle plus, t'as plus d'exclus, t'as plus accès aux interviews, t'as plus accès aux tournées, t'as plus le côté, en fait, qui te permet de créer de l'info de qualité, ou de l'info, ou de la recherche de qualité. Donc, ouais, t'as fait ton scoop 1 une fois, et après, bah, grosso modo, ça a pas changé la face du monde, t'aurais attendu 2 semaines, les gens auraient reçu la même info, en fait. Sauf que toi, justement, tu t'es privé de la possibilité de faire un truc plus solide, plus concret. C'est pour ça que les modalités du journalisme sont très différentes par rapport à ce que tu fais. Si moi, à l'inverse, je suis dans le journalisme politique, je suis au courant que François Hollande a une sextape qui va sortir et qu'ils ont prévu de l'annoncer dans 2 semaines pour contrôler un petit peu justement la façon de le faire. Bah tiens, comme notre con là, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'écologie. Tu m'aides pas du tout. Nicolas Hulot, quand justement son scandale sexuel allait sortir, t'avais un organe de presse qui a accepté de faire de la rétention et de attendre que lui-même fasse la révélation pour sortir l'info, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais précisément, là, c'est dangereux, parce que du coup, tu laisses la possibilité à un potentiel violeur de se défendre. Alors que nous, ce qu'on fait, grosso modo, c'est laisser l'éditeur contrôler sa com. C'est quand même très différent, tu vois. C'est pour ça, est-ce que dans le journalisme culturel, du coup, les journalistes, c'est des journalistes ou c'est des communicants déguisés? Voilà, du coup... Avec une chemise en jean. Le mot est lâché. Non. Ou des t-shirts à je pense qu'en fait, on a un peu répondu à ça tout à l'heure, dans le côté, même si on a accès à des informations, à des œuvres avant la sortie dans le public, on est quand même libre de dire ce qu'on veut sur ces œuvres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on s'empêche pas de, même si on a vu le film, qu'on a été invité par le studio à voir un film, derrière de faire une critique négative qui vient enfoncer le film. Et c'est là, je pense, qu'on touche à la limite, enfin, ou plutôt à la différence entre le journaliste et le communicant. Le communicant, il va donner une information qui valorise là où il travaille, c'est normal, son contenu, la mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Le journaliste, il va faire pareil, mais avec un regard critique ou une remise en contexte qui fait toute la différence. Complètement. Et puis justement, il y a ce côté, pourquoi en fait surtout que le communicant ça va dans le storytelling. Non, c'est-à-dire que le communicant ne va pas débrayer d'une façon ou d'une autre le storytelling, en fait, de celui qui lui donne le truc. Alors que le journaliste peut soit aller à contre-courant, ou alors aller encore plus, en fait, si t'as envie. Par exemple, t'as un éditeur qui annonce une BD qui a l'air cool, qui s'appelle Prez, tu vois, et il peut y avoir un journaliste qui va en faire des tonnes en disant que c'est le chef-d'œuvre du siècle, alors qu'au final. La réédition de Spaceman. Alors qu'au final, c'est juste. L'édition de Spaceman. Alors qu'au final, c'est juste une bonne BD, tu vois, mais c'est pas forcément le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. Mais sauf Spaceman, qui est vraiment le plus grand chef-d'œuvre. Ouais, mais Spaceman sortira pas en VF, donc c'est encore compliqué. Non, mais tu vois, par rapport à ce côté, justement, parce que tu pourrais dire, ok, d'accord, moi je suis un journaliste, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que ça change ? Moi je suis un journaliste, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change, justement, d'apprendre Marvel Studios et de leur demander de faire mieux ? Parce qu'au bout d'un moment, tu pourrais dire, j'accepte le contrat, je suis journaliste pop culture. Pop culture, c'est quoi ? C'est de blockbuster, c'est du divertissement. Le fait de prendre le produit au sérieux et de lui demander de faire mieux, c'est-à-dire de proposer un commentaire de l'œuvre qui est plus exigeante que celle du clampin moyen, je veux dire du communicant moyen qui, lui, va s'arrêter au côté, ouais, c'est divertissant, c'est cool, c'est pop. C'est ça non, aussi, mais même, tu veux dire, du journaliste moyen. Parce que le communicant, finalement, il est dans son bon droit de faire ça, vu que c'est son travail, en fait. Bien sûr. Et puis, mais le journaliste pop culturel, c'est justement, en fait, pour moi, tu viens de la passion. Si t'as décidé de t'orienter là-dedans, sinon t'aurais été vendre des grille-pains chez Leclerc, tu vois. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas beaucoup mieux rémunéré, on n'est pas aussi bien rémunéré que les journalistes normaux, entre guillemets, ni que les influenceurs qui, eux, sont des communicants, à mon sens, parce que là, il n'y a pas du tout la même réflexion déontologique. Des communicants surpayés. Voilà, c'est ça. Et ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur les 2 projections. On peut pas aller dans le même temps. Pardon, excuse-moi, je disais, c'est pas même pas joyeux de le dire. Je veux dire, effectivement, il y a des stories qui sont achetées pour parler d'un produit. Il y a des vidéos YouTube où le début, le premier quart, c'est voilà, cette vidéo est produite par machin, etc. C'est une mécanique économique. Nous, on a de l'affichage publicitaire, mais on commence pas un article en disant cet article est sponsorisé par machin, le machin. Notre travail, qui est donc d'écrire, n'est pas mis en cause, enfin n'est pas même impliqué, en fait, dans la logique même de la vente de publicité. Un éditeur nous achète des pubs s'il considère que l'antenne est suffisamment sérieuse pour attirer un regard, mais elle ne demande pas à nous de nous mettre en scène comme des communicants. C'est le site, à la limite l'habillage qui va être mis en scène, mais nos articles, nous, vont pas dire à chaque début d'article achetez Batman White Knight de Sean Murphy. Et de fait, si un éditeur faisait ça, je pense que tout le monde, justement, se dirait
Là, non seulement ça se voit et c'est grossier, c'est vulgaire, et la réputation des journalistes, et c'est là que du coup on répond à la question, serait complètement entachée. Parce que si tu pars là-dedans, bah t'es parti quoi. T'es plus journaliste. Voilà, c'est ça, c'est fini. En fait, c'est une petite comparaison, mais en gros, on n'est pas des yes man en fait. Ouais. On n'est pas censé être des yes man comme au cinéma, on peut en trouver. Ou dans la musique, parce que c'est pareil, ce truc qui fait que le rap c'est le rap est un milieu sans journaliste, c'est parce que les ayants droit le veulent bien. C'est eux qui demandent aux critiques de ne pas faire de critiques. Nous, à l'inverse, dans la BD, dans le cinéma, on nous demande de faire des critiques, même négatives. Ils ont besoin de ce truc-là, même de ce écosystème, en fait. Et du coup, on revient à la subjectivité totale. Voilà. Oui, après la critique, on avait fait tout un podcast dessus. Là par contre, on n'a pas jamais eu de débat. La critique est subjective. Une critique objective, ça n'existe pas, ou alors c'est juste une mauvaise critique, quoi. Ça veut dire, c'est ça. Tu racontes Gotham l'histoire. Une fois, je crois. J'ai fait une critique objective de Gotham, ou oui. Je sais plus, d'Izombie. Non, de Gotham, moi, où t'avais dit, il y a des acteurs, ils jouent des personnages, et puis il y a des rebondissements, et à la fin, il y a le générique. Les scènes s'enchaînent. Voilà, c'est ça. Et à la fin, il y a un générique. Et t'as un mec qui avait commenté, ceci est un commentaire. C'est ça, oui, parce que ça, à force de vouloir demander des critiques objectives, oui, parce qu'il y a une illusion de la pensée. Aucun rapport. Donc voilà, journaliste et communicant, c'est pas forcément la même chose. En somme, et ces problèmes à mon sens, notamment par rapport à la circulation de l'information, c'est qu'aujourd'hui elle est tordue. En fait, elle est employée. Enfin, on a même dit qu'elle peut être créée en fait de toutes pièces et par des personnes qui se mettent en compétition au final avec des gens dont alors on l'a dit, pourtant tout le monde peut être journaliste techniquement, mais ça reste quand même un métier qui répond à une certaine pratique, parce que oui, effectivement, tout le monde peut faire du pain, c'est pas pour autant que tout le monde va se placer avec une table en aluminium devant toutes les boulangeries pour aller faire des baguettes dans un four qui aura pas été nettoyé. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on voit avec les pratiques, notamment sur les réseaux sociaux, de tous ces comptes, enfin ou même parfois de sites lambda, tu vois, qui veulent s'improviser journalistes et qui le font pas bien en fait. Pour moi, c'est de la concurrence déloyale en fait à terme, et une mauvaise concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'à la limite, si le mec qui est devant ta boulangerie fait du pain qui est meilleur que toi, bah au final tu vas aller l'embaucher. Mais là, clairement, c'est un mec qui est en train de te faire une baguette, il met son caca dedans à la place du levain, tu vois. Quand les mecs qui te font... J'ai un peu perdu le fil de la comparaison. Mais parce que, pour un exemple très concret, quand t'as ces comptes Twitter qui te disent Jared Leto, il vient de dire qu'on va savoir qui est le Spider-Man de Morbius, et donc de toute façon Maguire il a sa propre trilogie, Holland il est dans le MCU, donc forcément c'est Andrew Garfield. Non, il a pas dit ça, il a rien dit de tout ça en fait. Là t'es en train d'inventer un truc, donc ton information elle pue la merde en fait, tu vois, ce que tu vends en tout cas comme information elle pue la merde. D'où le caca à la place du levain. Place du levain dans la baguette du faux boulanger. C'est subtil mais su un peu quand même. Ouais, c'est vrai, faut que je suive un peu. Pourtant en général non, les métaphores avec le caca ça fonctionne bien quoi, c'est un terme assez universel qui parle à tout le monde, donc normalement ça fonctionne. Là c'était le vin qui... Le levain, c'est pour ça. Le levain c'était un peu compliqué. Oui, non, t'as pas été boulanger toi, Corentin. Pourtant t'étais au McDo, non, donc Et on faisait pas le pain. Il arrivait tout près. Ah ouais. Je suis déçu. Je suis déçu. Le pain arrive tout près. Je sais. J'ai palette. J'essaie de faire semblant, de découvrir. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup t'as une profession qui non seulement en fait est mise en concurrence avec des gens qui s'en foutent de l'éthique et qui s'en foutent des méthodes, on va dire de la bonne pratique pour l'information, mais en plus la conséquence c'est que ça dévalue complètement en fait les personnes qui essayent de faire le travail correctement. Et à un moment tu vas dire aussi en fait à quoi ça sert d'essayer de traiter une information avec une certaine éthique, avec quoi ça sert de devoir rédiger des papiers, de remettre en contexte, à quoi ça sert de vouloir réellement informer, quand au final tu peux aussi te mettre un doigt dans le nez et juste tweeter une image en disant c'est bidule, et voilà, et te dire que en termes de reach ça ne sert à rien, mais c'est le boulot. Tu vois ce que je veux dire, enfin, le but n'est pas de se dire ouais, mais finalement, si j'avais été un gros sac à merde et que moi aussi j'avais menti aux gens, j'aurais sûrement fait plus de trafic. Ouais, peut-être, mais encore une fois, t'es pas un communicant. Ton but, c'est pas de te mettre toi en avant. T'es pas influenceur, tu veux pas juste avoir plus de followers. Ce que tu veux, c'est transmettre une info à des gens parce que c'est ton métier. Et c'est là toute la différence, en fait. C'est que si tu rentres dans ce calcul-là, en fait, tu deviens un sac à merde. c'est si tu commences à te dire, ah merde, il y a telle rumeur qui est sortie. Bon, moi, c'est un peu sketchy, donc je vais pas la reprendre. Et en fait, tu vois que tous tes potes l'ont repris, enfin, tous tes potes de rédaction sérieuse.
l'ont reprise, sauf que l'information n'a pas changé parce que des gens l'ont repris. Elle est toujours aussi fumeuse. C'est juste que des gens qui n'ont pas, qui ont décidé que laitier qu'on s'en bat les couilles. Et c'est comme ça, tu vois. C'est pas à toi de leur juger leur travail. Par contre, toi, si tu considères qu'il y a une charte éthique que tu dois respecter, la charte elle va pas évoluer du jour au lendemain en fonction du trafic. Ou alors, un jour, tu te dis, allez, je me fais un kiff, je fais un tox de merde et tout. Et tu vois si ton public, justement, il est content. Parce que si tu bâtis une relation de confiance avec tes lecteurs, avec ton lectorat, ça se travaille et c'est précieux, justement. Parce que les comptes Twitter, etc., c'est un public qui est très volage, entre guillemets. Du jour au lendemain, ils peuvent être remplacés ou annexés par un autre compte Twitter qui aura juste des plus grosses coupes. Parce que t'as pas de relation de confiance, t'as même pas de relation intime. Parce qu'un tweet, c'est quoi? C'est 280 caractères. Un article, c'est au moins 3 paragraphes, pas que par 4 paragraphes, 5 paragraphes, etc. Et des personnalités en dehors du site que tu peux suivre aussi, avec qui tu peux dialoguer. C'est là toute la différence pour moi entre de l'actu qui serait juste limite générée par un bot et un vrai journaliste. C'est que on demande à un journaliste de faire un effort parce qu'on sait qu'en face, on a un retour sur investissement. En tout cas, dans le point de vue moral et compagnie. Et à mon sens, il y a encore des gens qui sont attachés à ça. Peut-être pas tous, peut-être pas dès qu'ils ont 17 ans, mais en grandissant et à force d'avoir bouffé de l'intox. Imagine les gens qui se sont hypés sur Macaulay Culkin dans Joker. Peut-être qu'ils sont vénères maintenant. Peut-être qu'ils se disent, c'est quoi ce bordel, il est pas dans le film et tout, vous êtes des merdes, les gars. Tu vois, c'est. Moi, j'aurais tendance à dire que, no offense, mec, c'est des cons, quoi. Parce que il y avait toutes les pistes qui prouvaient que c'était de l'intox. C'est que si justement t'es capable de gober ça, c'est que peut-être que, ouais, t'as un travail d'éducation à refaire, en fait. Et que. Alors, c'est autant la faute du média qui sort ce genre de conneries, tu vois, mais si t'es. Si après tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie d'insulter les gens non plus, tu vois, Non, mais à un moment faut dire les termes aussi, quoi. Si t'es assez con pour croire vraiment que Geeks Worldwide ou Grace Randolph et tout, surtout que t'as des preuves, en fait. T'as des preuves, oui, en mais fait. Toi, t'es au courant parce que du coup, toi, ce milieu au quotidien. Imagine. Grace Randolph, c'est facile d'être au courant quand même. Non, mais imagine le cas d'une personne qui n'est pas du tout dans. Non, mais quand c'est sa première fois, je veux bien. Quand c'est sa première fois, je veux bien. Quand c'est des gens de 40 ans qui écument les internets depuis 10 ans et tout ça, je pense qu'à un moment, tu te fais une raison et tu commences à mais non, mais parce qu'on était pareil. Tu vas insulter des gens, en fait. Mais non, mais parce qu'on a été pareil, Corentin, sur DC Planète, on en a fait comme des articles nuls, tu vois, où on a relayé des trucs dont on n'était pas sûr, on a utilisé. On a parlé des pincettes, on a utilisé le conditionnel, donc on l'a fait aussi, tu vois, et c'est qu'à force de pratique qu'on a commencé à arrêter petit à petit, à se dire, à partir de maintenant, et au pire, quitte à perdre une certaine forme de trafic sur des choses qui se révèlent être vraies par la suite. Par exemple, tu vois, The Amazing Spider-Man 3, jamais je rédigerai un truc dessus avant que Sony officialise quelque chose, s'ils officialisent quelque chose, parce que je suis persuadé que c'est faux, tu vois, que ça va pas se faire, parce que le sens logique du monde voudrait que ça ne se fasse pas, tu vois. Tu remets pas en marche une licence qui s'est éteinte il y a 10 ans avec un 3e film alors que le même personnage est occupé dans une autre saga avec un autre studio, tu vois. Pour moi, il n'y a aucun sens. Sony nous a montré que les directions qui n'ont pas de sens, en fait, c'est un peu leur kiff, donc. C'est leur spécialité. Voilà. Donc, je serais pas surpris que dans un an, je doive rédiger The Amazing Spider-Man 3 est officialisé avec Andrew Garfield, tu vois. Mais je vais pas prendre le risque de me dire, je vais partir dessus et je vais rédiger pendant un an comme si je le prenais pour argent comptant, pour au final dire que tout est faux, tu vois. Mais parce que c'est le boulot. Mais ça, c'est une réflexion que j'aurais peut-être pas eue il y a 4 ans, 5 ans avant d'arriver sur Comics Blog, parce que même au début de Comics Blog, en 2018 encore, on en faisait encore, tu vois. Moi, j'essaie de regarder à chaque fois à partir de quelle date on a vraiment arrêté de relayer tous les Geeks Worldwide et Omega Underground, tu vois. Et on est en 2022, mais sinon ça fait 4 ans, quoi, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus, ça fait pas une très grande durée qu'on a réussi finalement à bâtir un peu nos propres petits codes de déontologie de rédacteur web. Mais tu vois, du coup, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Corentin, que parfois t'es pris dans la frénésie, tu vois tout le monde qui partage l'info et tu te dis, est-ce que je passe à côté de quelque chose ? Mais en fait, c'est justement le fait, toi derrière, de ne pas faire d'infos qui donne l'information aux gens. Et là, exemple très simple, tu vois une info qui sort, premier réflexe, est-ce que Hollywood Reporter l'a repris ? Tu vois ? Tu vas dessus, tu vois que non, et tu te dis ok. Donc en fait, eux, ils ne l'ont pas repris, donc ça veut dire que l'info, elle n'est pas vraie. Enfin, je trouve qu'en fait, de la frénésie, enfin, pas vrai, tu vois ce que je veux dire, quoi, je vais un peu vite, mais. Non, j'ai pas vu. Hein. C'est vrai ? Regarde, là-bas. Okay. Donc tu vois, de la frénésie de te dire, mince, je rate les choses, ou potentiellement je rate une information qui est peut-être vraie, en découle
je sais pas, une bonne pratique de la presse, quoi, une bonne pratique du journaliste, et derrière, t'es suivi pour ça aussi, pour le fait que toi, t'as pas tout partagé quand les autres le faisaient. Oui, parce que tu dis justement, c'est bien la preuve que, à force de côtoyer la réalité alternative dont tu parlais, nous-mêmes, on s'est éduqués à comprendre qu'il y a des réalités et il y a des fictions inventées par des gens qui cherchent à créer du trafic. Et il faut se dire que le lectorat, s'il va vers les bonnes enseignes et s'il finit par se passionner lui-même, parce que beaucoup de gens qui relaient ces merdes-là, t'es le premier à les insulter sur les réseaux, c'est des gens pour qui, en fait, les BD... J'insulte pas les gens, j'insulte les comptes qui inventent ces trucs-là. Ou le cinéma de super-héros en général, c'est pas des trucs qui les passionnent au premier plan. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce travail de recherche. Pardon, ce travail de recherche, un Doritos dans la bouche. Bah non, évite. Ce travail de recherche, justement, sur l'authenticité du truc. Par contre, si tu leur dis, Fabien Roussel, récemment, on a découvert qu'il avait enculé un porc, peut-être qu'ils vont, justement, Enfin. remonter. Non, mais c'est une hypothèse, tu vois, qui est en plus plutôt crédible, je trouve. Mais si jamais les gens, on leur dit ça, ils voient un truc dans leur flux, ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Et ils vont essayer de comprendre la source de l'info. Sauf que justement, comme nous, on est sur un sujet qui est plus dérisoire ou qui est plus secondaire et où quelque part tout peut arriver, il y a Robin qui est mort de rire. Non, mais c'est possible quand même. Pourquoi tu sors ça? C'est déjà arrivé en Angleterre. Dans une série de fiction. Non, c'est arrivé dans la vraie vie aussi. Tu connais pas Tony Blair? Je t'enverrai les liens après, t'inquiète pas. Mais donc, mais vraiment, sérieusement, attendez. Le fait est que la si même tu veux... ramené à donne milieu à mode CB Bekoulsi. Voilà, c'est Cebulski, on avait découvert qu'il avait enculé un porc. Arrête avec ça maintenant. C'est crédible aussi en plus. Non mais regarde, Akira Yoshida. Non mais ce que je veux dire, si tu vois, c'est que voilà, les gens, une fois qu'ils sont éduqués, ils finissent par comprendre que tu peux pas tout dire sur internet et que tout va marcher, en fait, que tout va prendre. Il y a des sujets pour lesquels on est prêt à l'entendre, tu vois. Je te dis encore une fois, si on prenait qu'un Hidalgo. Ça suffit. Non mais prenez l'exemple que vous voulez chez vous. Vous voyez un tweet sur un sujet sérieux que vous connaissez, que vous prenez au sérieux, justement. Anne Hidalgo se fait des gros joints sur la colline du crack. Ça, moi, j'y crois à mort. Mais que du coup, voilà, vous voyez le truc passer, vous dites, ah, ça c'est le Gorafi, ça c'est une connerie, vous allez interroger l'info et vous voyez qu'elle est pas vraie, en fait. Sauf que les super-héros, c'est un sujet qui est désuet. Un sujet en plus, où justement, tout peut arriver, ils peuvent... Parce que les trucs que dit RPK ou que donc disent Murphy Multiverse, c'est peut-être crédible. Tu vois, s'ils te disent, demain, on va faire un film sur, je ne sais pas moi, en Bushbug. Bon, c'est pas crédible en l'occurrence, mais sur l'Arfleeze. On va faire un film sur l'Arfleeze. Moi, tu dis, ouais, effectivement, pourquoi pas, c'est pas déconnant. Sauf qu'après, si tu veux, tu regardes ce qu'ils ont annoncé d'autres dans la semaine, où ils te disent, on va faire un film sur l'Arfleeze, on va faire un film sur Kilowog, on va faire un film sur Detective Chimp, on va faire un film sur Zatanna, etc., etc. Tu te dis, ah, ok, en fait, eux, ils tirent en rafale, ils disent que des conneries. Tu vois, mais ce travail d'éducation, il faut juste dépasser le cadre du tweet qui pop dans ta TL pour aller creuser, et ça se fait au bout d'années à se faire avoir avec des fausses actus, en fait. Ouais. Voilà. Surtout que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller vérifier, en fait. Sauf qu'on fait bien Roussel. Parce que arrête, pris dans la main dans le sac. Bah, c'est pas dans un sac, du coup, mais... Ça suffit, Corentin, je ne veux plus entendre parler de ça, quoi. Très bien, très bien. Quel avenir pour le journalisme web en France, Robin? Bonne question. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une période de transition là, avec la façon dont les réseaux évoluent. Alors peut-être qu'on disait ça déjà il y a 5 ans, tu vois, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie. Un peu boomer ton discours là, Robin, quand même. Hein. Ouais, je sais, mais je sais pas. Surtout une transition qui n'arrive pas à se stabiliser. En fait. Ouais, c'est ça, qui est tout le temps en évolution et en mouvement. Donc, quel avenir pour le journalisme Je pense que le blanc est assez équivoque. Oui, c'est la réponse en fait. Et pas très enthousiasmant. Le chômage, c'est quel avenir pour le journalisme. Non, mais franchement, c'est continuer à faire du mieux qu'on peut. C'est peut-être un peu bête de dire comme ça, mais avec la déontologie qu'on se fixe, la ligne éditoriale qu'on estime être la plus juste possible, et convaincre lecteur par lecteur. Un lecteur à la fois. Ouais, c'est ça. Un lecteur, une Alors c'est lectrice à peut-être la un peu fois. pessimiste cette façon de dire, mais... Non, Corentin vient de dire hors micro, c'est réaliste parce qu'il a la bouche pleine. Parce qu'il n'arrive pas à ne pas manger. Mais on a mangé ce midi. Est-ce que j'ai mangé ce midi, frère? Oui. Non. La réponse est non. Ah bah pour une fois. Moi, enfin, l'exemple des modules qu'on a comme sur First Print justement avec des Mediapart, on n'a rien inventé, ou Gamecult, qui permettent d'acheter une autonomie, une indépendance. Donc le système du financement par le lectorat ou par l'auditorat en l'occurrence. Il est peut-être plus là en fait l'avenir dans le sens où on est en concurrence avec des acteurs qui sont plus gros, qui ont un plus gros reach en fait. Effectivement, si t'es un éditeur, tu peux comprendre pourquoi c'est plus avantageux d'aller chercher un TikToker qui se trouve fan de BD.
qui se trouve être fan de BD, pardon, et qui, parce qu'il y a plus de gens sur TikTok que sur Google Chrome maintenant, pour lui, ça lui paraît un calcul. Non, mais demain, imaginons. Ça lui paraît un calcul plus logique. Google Chrome, c'est pas un réseau social. Non, mais ce que je veux dire, c'est les gens qui vont lire un site web avec des articles en 3 paragraphes, etc. Est-ce qu'ils sont aussi nombreux ou est-ce qu'ils seront demain aussi nombreux que les gens qui scrollent des stories, etc., etc., tu vois. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que grosso modo, oui, ça, c'est un danger. Et c'est aux gens qui sont fans du vrai journalisme, entre guillemets, ou de la vraie qualité de l'information, de se manifester, et inversement aussi aux ayants droit, aux partenaires culturels qui fournissent ces œuvres-là, de savoir protéger, ou plutôt accompagner, ou plutôt travailler en bonne entente avec ces gens-là, parce que, encore une fois, le public des influenceurs, le public des comptes Twitter, etc., il est volage. Aujourd'hui, les super-héros, c'est à la mode. Mais demain, ça serait peut-être autre chose. Je trouve les westerns vont revenir à la mode. Ouais. Les adaptations de jouets, les Mon Petit Poney sont peut-être à la mode demain, peut-être qu'il y aura un multivers de Mon Petit Poney demain sur Disney+, et tout. Quand le produit finira par s'assécher, les gens qui sont à l'origine de cette culture-là, ils pourront plus se relayer vers le grand public parce que le grand public sera passé à autre chose. C'est là qu'on a l'intérêt d'avoir une presse spécialisée sur des sujets précis qu'elle peut couvrir. Mais voilà, précisément, les domaines de compétences dont on a besoin d'avoir des gens, sur lesquels on a besoin d'avoir des gens compétents, en fait. Et à mon avis, c'est peut-être plus là qu'est l'avenir. C'est justement quand tout le monde comprendra que la presse a un rôle à jouer et que la faire disparaître, ça a l'air séduisant et facile parce qu'il y a d'autres modes qui arrivent et qui se répandent et qui sont parfois même plus viraux, entre guillemets. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pérennes, ça veut pas dire qu'ils sont durables, ça veut pas dire qu'ils sont même plus fiables que justement les gens qui dédient leur vie à l'étude d'un sujet et l'accompagnement d'un sujet. Très bien. Et toi, Arnaud, ton avis là-dessus? Oh. Moi, je suis fatigué déjà, donc je vois rien qui s'améliore en fait depuis des années en fait, et j'ai l'impression à titre personnel de me battre contre des moulins. Donc je t'avoue que pour moi après quel avenir, c'est vrai qu'il y a un avenir, si il y a un avenir, mais je pense que c'est un avenir de marginaux en fait. Je pense que le vrai journalisme, enfin le journaliste qui essaye de bien faire est condamné justement peut-être à devenir juste de plus en plus marginal par rapport à des médias / des personnes qui utiliseront la facilité en fait, parce que c'est normal. Pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que ça demande moins d'efforts, c'est plus gratifiant, ça paye plus vite, parce que dans le milieu culturel il y a quand même une tendance quand même à aller vers cette facilité aussi, et de penser dans le court terme et de penser juste en nombre de gens, enfin en nombre de clients potentiels en fait, plutôt qu'en qualité en fait du message délivré. Ce qui leur appartient. J'espère qu'un jour ce sera une forme de bulle qui se cassera la gueule et que justement il y aura un peu des pots cassés aussi parmi ceux qui auront été les plus gourmands, puisqu'il faut un peu quand même, je pense que chacun réponde de ses actes en fait, tout simplement. Mais voilà, quand tu parles de financement participatif, enfin oui, c'est bien que des médias arrivent à subvenir comme ça, mais c'est pas assez. Tu vois bien que Gamecult en fait ça ne marche pas. Ils doivent s'associer à je sais plus quel autre média pour continuer, parce que les abonnements en fait, même s'ils ont des abonnés, et c'est super bien qu'ils en aient, mais ça ne suffit pas. Donc tous les médias qui vivent en fait par de la souscription ou par du crowdfunding, c'est que c'est risqué, c'est-à-dire que c'est pas pérenne en vrai. Toi-même tu le sais, je veux dire, techniquement ce qu'on touche sur le Tipeee, si on devait en faire notre activité à temps plein officiel, ça ne suffira pas. On serait obligé d'aller rechercher du travail ailleurs, tu vois. On n'aurait pas pu comme Xblog n'avait pas été racheté. Moi j'ai un travail ailleurs techniquement. Ouais, non mais je sais, moi aussi j'ai un autre travail, j'ai 4 autres travails à côté, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas pérenne en fait. Les structures indépendantes ne sont plus pérennes, et tu peux dire que les tweets sont volages et que les articles de qualité restent et tout ça, mais les abonnés, les soutiens et les trucs comme ça sont aussi volages en fait. Mais ils gagnent pas d'argent. Les gens qui font des tweets sur l'actualité, ils gagnent pas d'argent non plus. Ah bah ça dépend, parce que le compte My Time to Shine, qui est le compte qui fait que des scoops tout le temps en ce moment, bah elle a un business à NFT à côté. Je crois qu'entre 3 scoops de ça, machin. C'est encore autre chose. Nous aussi on peut bah faire non, du mais NFT, il y a un business model, et clairement elle l'utilise, parce que je pense par rapport à ce qu'elle écrit et tout ça, que clairement elle a des informations véridique, et c'est bien ça qui m'emmerde dans le tableur que je fais, parce que là je vais devoir quand même la mettre, je pense, dans la catégorie fiable. Mais le truc, c'est que tout son business model, c'est d'avoir du nombre de followers de ouf, parce qu'elle sort des trucs, des gros trucs, en tout cas des trucs assez fiables pour qu'on la croie, et qu'après hop, tu lâches un petit tweet, au fait
je fais du NFT aussi, achetez mes trucs ou soutenez ça, tu vois. Donc il y a un business model et tu vois plein de comptes comme ça en fait sur Instagram particulièrement en plus qui en fait sont là pour te vendre des fake news, des fausses coupes et tout ça, et tu vas sur leur compte en fait que dans leur bio ils ont un compte de Shopify machin pour des goodies licenciés, enfin pas officiels et tout ça de merde qui te vendent par AliExpress et tout ça, et qu'en fait ils te font limite des trucs pyramidales avec leurs abonnés. Donc en fait il y a aussi un... Moi, je le vois moins, peut-être, parce qu'en restant sur Twitter, parce qu'effectivement, t'as pas l'impression que les Spider-Man News FR ou je sais pas quoi, en fait, fassent autre chose que juste du tweet pour la fame. Mais tu t'aperçois, en fait, qu'il y a plein de comptes qui ont qui en fait, se servent, en fait, de cette attraction du public et des likes et des followers pour ensuite aller les déporter sur du Shopify. C'est comme Alex Jones qui a une boutique qui vend des trucs pour aider les mecs à bander ou des machins de muscu parce qu'il vend la théorie de l'homme vrai à travers ses trucs politiques. Ouais. Et il vend vraiment des produits très bizarres. Mais c'est son fonds de commerce. Mais c'est pareil, tu vois, si nous on voulait faire du goodies comme Xblog, on pourrait. Au demeurant. Non. Bah non, mais on pourrait. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire que c'est pas l'activité journalistique de ces gens-là, comme nous, qui leur amène de l'argent. Tu vois, c'est le plus produit. Bah nous, c'est pas de l'activité journalistique, enfin... On est payé pour être journaliste, c'est pas le fait d'écrire qui nous rapporte la thune, parce que sinon, vu la productivité, je pense qu'on gagnerait plus quand même, Corentin, tu vois. Oui, ça c'est encore notre débat. Mais... Donc voilà, ouais, pas ultra confiant sur l'avenir du journalisme spécialisé en France, mais on espère malgré tout. Ça va aller, Robin, t'inquiète pas. Voilà. Ne l'écoute pas, il est trop pessimiste. C'est vrai que Robin il se lance, donc il faut pas trop te décourager, quoi. Mais dit-il avec une voix de. Mais du courage, éteinte. Non, mais faut pas se mentir non plus qu'il te faudra du courage quand même. Hein. Après, tu le sais, je pense que je ne t'apprends rien. Bref, on espère quand même que cette émission ne vous a pas trop déprimé si les questions de journalisme et d'information et de traitement de l'information vous intéressent. On espère avoir pu vous apporter une grille de lecture. Forcément, nous, on est dans nos petits milieux, c'est un aspect particulier qu'on avait envie de réexplorer à notre façon, mais bien entendu pour les prochains épisodes on continuera d'aller explorer d'autres horizons culturels, justement, parce que c'était le but aussi de cette saison 2 qui prendra fin quand je l'aurai décidé, avant de trouver un autre angle pour la saison 3. De toute façon, on est là pour parler de journalisme, on espère que ça vous plaît. On vous rappelle que The Pulse, ça vous le constatez aussi, c'est un podcast qui est rare, et donc ce qui est rare est donc précieux. Donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous voulez nous soutenir dans notre démarche, on vous rappelle qu'il faut partager ces podcasts, parlez-en autour de vous. Si vous êtes journaliste et que ça vous plaît, que vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur les internets. Regardez, c'est comme ça que Robin il est arrivé là-dedans, tout part d'un petit message tout simplement. Donc voilà, je suis très très ouvert à avoir ce genre de discussion et donc en espérant que ça attire quelques-uns d'entre vous. On vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Robin, merci à toi d'être venu. Où est-ce qu'on va pouvoir te suivre ? Bah écoute, pour l'instant, je suis également, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, rédacteur sur le site Chronique Disney. Donc voilà, toutes les problématiques qu'on a évoquées, je les vis depuis 10 ans que je suis sur le site également, même si c'était en tant que bénévole. Et sinon, bah écoutez, sur les réseaux, sur Twitter. Très bien, très très bien. Corentin, non, je te pose pas la question, tout le monde sait où est-ce qu'on peut te suivre quand même. C'est n'importe quoi. Bref, il est con. Et il est bête. Mais cette bêtise, on l'apprécie et on apprécie le podcast également. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut. Big up Roussel.